Très heureux de vous retrouver pour cette hebdo de l'innovation, le numéro 48, donc le futur du transport. On y va. Hop là, pardon. Donc l'avant-propos, comme à chaque fois, c'est un avant-propos obligatoire de l'AMF. Donc tout ce qu'on dit ici, toutes les sociétés dont on parle, dont on décrit la stratégie, la manière de faire et les opportunités, ce n'est en aucun cas des conseils d'achat ou de vente de ces sociétés. C'est vraiment, on réfléchit au niveau de la technologie de ces sociétés, au niveau de l'avenir de ce genre de choses, mais c'est pas parce que je vous dis que Google a, par exemple, fait des bonnes choses sur tel business unit que ça veut dire que l'entreprise Google en elle-même va créer de l'argent et qu'il faut acheter des actions. Ça, deux choses bien différentes. Ici, on ne fait pas du tout de conseils boursiers. Et si vous avez envie d'acheter une société dont on parle dans les slides, on vous recommande de prendre conseil auprès d'un conseiller financier indépendant ou un courtier agréé par l'AMF. Allez, on y va. Vos cadeaux livrés par un camion autonome. Donc ça, c'est le premier sujet de l'hebdo de l'innovation. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de parler un peu de ces systèmes de livraison autonome. C'est des choses qui avancent. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont complexes parce que vous avez du level 3, mais du level 3 qui est entre guillemets, du level 4, mais qui est entre guillemets assez limité. C'est-à-dire vous allez être sur des pistes bien définies, machin, avec des petites vitesses. Voilà, vous avez beaucoup d'acteurs dans la navette qui font ce genre de choses. Vous avez du level 4 sur des portions d'autoroute bien définies, entre deux points bien définis et qui vont permettre de faire de la livraison. Enfin, vous avez énormément de technologies différentes, énormément de visions. Le fait d'avoir un camion ou même une voiture ou tout autre instrument qui est 100% autonome sur tout type de route, que ça soit en montagne, en forêt, proche de la mer et tout, ça c'est pas pour demain, c'est clair. Par contre, vous pouvez avoir du level 4, vous pouvez avoir beaucoup de choses sur des portions bien délimitées. Vous pouvez réussir à faire des choses sur des trucs bien délimités. Et donc c'est ce qu'on voit là avec Waymo, qui est la filiale de Google qui s'est émancipée, parce qu'elle a levé 2,5 milliards de dollars en dehors de Google. Et ça, c'est une stratégie dont je vais vous parler un peu après. Mais on voit quand même Google qui essaye maintenant, tous les paris qu'ils ont fait il y a 10-15 ans, maintenant ils essayent un peu de leur donner leur liberté et de leur permettre d'acquérir des compétences chez d'autres acteurs pour sortir du giron purement de Google, parce que quand vous êtes dans le giron d'une société, ça a un avantage, c'est-à-dire que vous avez la puissance de cette société, mais vous avez aussi le défaut, c'est-à-dire vous êtes contraint par cette société. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le giron de Toyota, forcément Volkswagen ne va pas travailler avec vous, ce genre de choses. Donc il y a un besoin aussi d'aller là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2020, ils ont annoncé un premier partenariat avec UPS. Vous savez qu'UPS, on en a déjà parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le grand problème d'UPS, c'est qu'avant, ils étaient un des partenaires majeurs d'Amazon. Et depuis qu'Amazon s'est lancé dans la livraison, ils ont tendance à réduire les livraisons qu'ils donnent à d'autres et à les traiter par eux-mêmes. Donc ça, forcément, ça crée un problème pour UPS, ça crée un avantage concurrentiel pour Amazon parce que ça veut dire qu'ils contrôlent toute la chaîne. Et ça, c'est ce que je vous explique. Plus vous êtes un GAFAM et plus vous êtes un acteur solide, plus vous avez une volonté de contrôler absolument toute la chaîne. Mais ça a un coût. D'accord? Donc pour UPS, le besoin, c'est vraiment un besoin technologique qui est important pour dire à tous les acteurs comme Amazon et tous les autres, venez pas vous mettre en concurrence face à nous parce qu'on a les coûts de livraison les plus faibles. Et vous n'arriverez pas à nous rattraper, sauf à investir des dizaines et des dizaines de milliards. Et donc à ce moment-là, les gens diront ça n'a pas d'intérêt, donc on ne vient pas se mettre en face de vous. Donc pour ce faire, ils ont fait un partenariat en 2020 avec Waymo, d'accord, qui était sur de la livraison, mais c'était assez petit, et puis c'était pas des camions, c'était des minivans. Donc c'était un peu différent, ce genre de choses. Et là, pour Noël, ils ont étendu le partenariat sur des camions de classe 8. Donc les camions de classe 8 américains, c'est les plus gros que vous trouvez. C'est les très gros camions américains, d'accord. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Waymo est en level 4 sur l'autoroute, entre deux entrepôts d'UPS pour livrer optimalement pendant Noël. Parce que généralement,
quand vous êtes un transporteur comme EPS, vous avez une manière de livrer qui n'est pas on part de l'entrepôt, on va directement chez la personne. C'est on part de l'entrepôt où est stocké le produit, on l'amène dans l'entrepôt où va être l'avion par exemple qui va permettre de partir, ou alors l'entrepôt le plus proche de la personne. Et puis généralement, plus vous achetez loin, plus vous avez d'entrepôts entre vous et la livraison. Alors en moyenne, hein, si vous achetez sur des sites européens, c'est 2 à 3 entrepôts avant d'arriver chez vous. Donc c'est sûr que même si on arrive à faire en sorte de gagner du temps et de gagner de l'argent sur ces transports intra-entrepôts, entre les deux entrepôts, et même au sein de l'entrepôt, plus vous allez gagner énormément d'argent. Donc vous avez aussi des sociétés qui sont vraiment dans l'intra-entrepôt, des sociétés comme Balio, ce genre de choses, qui vont travailler dans l'entrepôt. Et comment faire en sorte de transporter le matériel d'un point A à un point B de l'entrepôt le plus efficacement possible. Et donc avec de l'autonomie, enfin de l'autonome. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Ça vous montre aussi que ça évolue assez vite, hein, parce que depuis que le Texas a autorisé en gros tous les acteurs américains à faire des tests, et ça je vous le dis souvent, hein, c'est l'apport d'un gouvernement ou d'un État. C'est-à-dire quand vous donnez à vos acteurs qui ont beaucoup de capitaux l'espace pour faire du testing en conditions réelles, bah, vous allez éprouver votre technologie beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui fait que les Français et les Européens ont pris du retard? C'est que pendant longtemps, les Européens avaient beaucoup d'avance au niveau de la conduite autonome. Et ils l'ont perdu parce qu'en fait, en France, il est très difficile d'obtenir des zones où vous avez le droit de faire plus ou moins tous les tests que vous voulez, comme vous voulez. Or, il est vrai qu'au Texas, la législation qu'ils ont mis en place, elle est très étendue, elle couvre de très vastes zones et elle a permis à beaucoup d'acteurs américains de faire énormément de tests. Donc Waymo, ils ont pu faire ces tests, ils ont commencé par des petits véhicules, après ils sont passés au minivan et maintenant ils commencent les tests sur les camions. Donc ça vous montre quand même qu'ils font les choses petit à petit et qu'il y a quand même quelque chose. En plus, les camions, c'est quelque chose qui commence à connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde le communiqué de Waymo, hein, c'est une manière de travailler qu'ils avaient déjà expérimenté avec J.B. Hunt, qui est un transporteur américain, hein, un concurrent, qui fait que du transport en camion entre deux points. Hein, donc c'est pas vraiment quelqu'un qui va, comme UPS, vous livrer de bout en bout. Hein. C'est vraiment un transporteur logistique pour les pros. Hein, donc c'est un peu différent. Donc J.B. Hunt, ils avaient commencé il y a un peu plus de 9 mois à travailler avec eux. Et donc ça vous montre qu'il y a des gens qui jugent que la technologie de Waymo, elle est bonne et qu'elle va vers l'avant. Parce que si ça avait été catastrophique, le partenariat avec J.B. Hunt, bah UPS n'aurait pas signé pour faire ce partenariat-là. Donc ça vous montre vraiment qu'il y a de plus en plus d'innovation. Et cette innovation, elle a explosé en 4 ans. Pourquoi? Parce que le Texas a mis en place sa loi. Et si le Texas n'avait pas mis en place sa loi, peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises, dont Waymo, qui ne seraient pas arrivées là où elles sont arrivées. Et ça vous montre aussi que on parle souvent de la Silicon Valley et tout, et pourtant, le législateur californien, il n'a pas réussi à mettre en place les règles pour faire en sorte de faire émerger cette filière autonome. Et elle n'a vraiment explosé, mais y compris sur tous les autres secteurs, c'est-à-dire les capteurs, les caméras, les lidars, tout ce qui va servir le camion ou la voiture autonome, tout ce qui va donner de l'autonomie de vision à ce matériel, bah, ça a émergé aussi au Texas parce que vous aviez quelque chose. Et quand vous regardez un peu les Chinois, pourquoi est-ce que Alibaba, Tencent et tout, ils ont rattrapé leur retard là-dedans? Bah parce qu'en fait, le gouvernement chinois ouvre en grand les vannes et ça, c'est le pouvoir qu'on voit de plus en plus dans certains pays. Alors surtout, on le voit dans 2 pays, c'est-à-dire la Chine et la Russie, un peu moins dans 2 autres sous-pays qui sont la Corée et le Japon. Mais en fait, ces pays ont moins peur de l'innovation, ils s'ouvrent beaucoup plus vite. Donc, ils ont tendance à capter du capital et à avoir des sociétés qui innovent beaucoup. Alors, en Russie, on ne vous en parle pas beaucoup. C'est sûr que pour faire des camions autonomes en Russie, c'était un peu compliqué. Mais par exemple, les Russes, là où ils ont beaucoup ouvert leur législation, c'est surtout ce qui va toucher à la santé. Et vous commencez à avoir énormément de biotech russes parce que vous pouvez faire des essais cliniques que vous ne pouvez pas faire ailleurs. Vous pouvez faire les bébés éprouvettes, par exemple, ce genre de choses. C'est des choses qui avancent très vite en Chine et en Russie, encore plus vite en Russie qu'en Chine, parce qu'en Chine, le parti a quand même mis un peu de limite. En Russie,
Poutine, il a ouvert en grand. Et sa fille, qui travaille, elle travaille pas dans une biotechnologie, dans une biotech, mais elle travaille aussi sur ce genre de technologie. Et c'est parce que les Russes pensent qu'ils peuvent obtenir le lead en étant là avant, en ouvrant grand les vannes de l'innovation et en disant aux chercheurs qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes, ça vous montre vraiment l'intérêt. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu compliqué sur les technologies de rupture parce que souvent, on est limité par la loi. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ça se discute. Je pense que c'est comme tout. Je pense que si on laisse faire n'importe quoi à n'importe qui, vous finissez avec des choses qui sont très dangereuses. Mais il faut le juste milieu. Et ce juste milieu, en Europe, on ne l'a pas encore trouvé. Après, je pense qu'on voit de plus en plus de choses se mettre en place. Les Allemands commencent à y réfléchir, les Français aussi. Je pense que beaucoup de pays ont compris que quand on met trop de limites, après, on loupe cette vague d'innovation et on ne rattrape jamais son retard. C'est ce qu'on a eu sur Internet, c'est ce qu'on a eu sur plein de choses. Sur plein de choses. Donc voilà. Hop là. Après, on va passer au deuxième sujet. Donc le deuxième sujet, c'est l'avion électrique de Rolls-Royce qui se paie un record. Donc ça, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que si on électrifie la voiture, on électrifie aussi globalement absolument tout notre quotidien, y compris l'aviation. D'accord? Mais vraiment, tout notre quotidien s'électrifie. C'est-à-dire, effectivement, nos radiateurs, ce genre de choses, on passe de plus en plus à l'électrique parce que c'est plus simple, c'est une énergie globale. Après, tout dépend de cette énergie-là et le but, après, c'est savoir comment est-ce qu'on va produire assez d'électricité pour répondre absolument à tous nos besoins. Mais ça, c'est un autre problème. Mais absolument tout ce qui roule, ce genre de choses, les trains, les machins, vous avez tout qui passe à l'électrique. Donc Rolls-Royce, ils sont un peu en avance là-dessus. Et même si le premier avion électrique date de 1973, donc ça vous montre qu'on peut commencer et faire une première il y a très très longtemps. Et entre faire une première et arriver à quelque chose qui va fonctionner et qui va rencontrer son marché, des fois vous avez des dizaines, voire des centaines d'années. Là, on est à 50 ans, d'accord? Et là, Rolls-Royce a fait voler un avion sur 3 km à 555 km/h. Donc c'est un record. Il faut bien savoir quelque chose, c'est qu'on n'est pas du tout à un moment où on va se balader dans des avions électriques. C'est pas du tout encore le cas. Parce que là, c'est un avion avec un seul pilote, d'accord? Donc c'est quand même limité, qui peut voler qu'une toute petite distance, parce qu'après, il n'a plus assez de puissance. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un avion, le fuel, il est énergétiquement beaucoup plus dense que nos batteries. Et ça, c'est un problème fondamental de nos batteries. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez la voiture, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qu'on demande à la voiture, c'est d'avoir la batterie la plus dense possible au coût le plus faible possible. Et le coût, au bout d'un moment, est plus important que la densité. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine place dans la voiture. Une fois que vous avez descendu la taille de la batterie à quelque chose qui peut rentrer dans une voiture, ce qui vous intéresse, c'est plus la densité, mais c'est le coût. Voilà. Dans l'aviation, c'est totalement différent. Dans les bateaux, c'est différent aussi. Ce qui vous intéresse, c'est pas forcément le coût de la batterie, parce que vous pouvez payer très très cher votre batterie. Ce qui vous intéresse, c'est la densité, parce que le poids est très important dans ces secteurs-là, et il faut diminuer le poids pour faire en sorte que ça soit envisageable d'utiliser ce genre d'appareil. Donc par exemple, dans un avion long courrier classique, 45% du poids, c'est le fuel. Donc vous dites bien que s'il y a une densité de la batterie électrique qui est beaucoup plus faible que celle du fuel, vous montez sur des 90-95% du poids, c'est la batterie et c'est pas possible, l'avion il décolle pas. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut, avoir en tête. Donc en moyenne, à l'heure actuelle, les batteries, elles atteignent 265 Wh par kilogramme. Et il faudrait atteindre 1000 Wh par kilogramme pour que ça soit viable. Donc en fait, il faut quadrupler. Alors vous commencez déjà à avoir des sociétés qui vous indiquent qu'elles arrivent à 400 Wh, ce genre de choses. Donc on est quand même dans une phase d'hyper-innovation. Et dites-vous bien que ce genre de Wh, on ne les avait pas il y a 10 ans. Donc c'est quand même des choses où on a évolué très 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 rapidement. Mais c'est vraiment des choses qui sont très très intéressantes. Pourquoi est-ce que c'est très très intéressant? Parce que ça vous montre que sur une même technologie, la batterie, vous avez
une problématique de coût qu'on doit adresser pour le consommateur de masse, les voitures, et une problématique de densité de la batterie. Mais vous vous rendez bien compte d'une chose, c'est que si on innove dans la densité de la batterie et dans le coût de la batterie, les deux technologies vont se découper au bout d'un moment. C'est-à-dire que même si vous avez une batterie qui coûte très cher, mais qui a une très forte densité, bah, au bout d'un moment, le prix de cette batterie va diminuer, et donc vous allez la retrouver dans la voiture. Donc ce qui va se passer, c'est que dans 20, 30, 40 ans, la place de la batterie dans la voiture, elle va diminuer de façon très importante, et ça va laisser de l'espace pour faire autre chose dans la voiture. Et vous avez plein de choses qui vont découler, et plein de secteurs qui vont découler de ça. C'est quoi? C'est que dans votre voiture, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui prend de la place? Bah, si vous avez une voiture électrique, la batterie, le coffre. Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Le coffre, vous en aurez plus forcément besoin parce que vous aurez des robots qui vont vous livrer du point A au point B. Et la batterie, elle va diminuer de taille. Donc en fait, l'intérieur de votre voiture va devenir de plus en plus important et on va pouvoir y faire de plus en plus de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'avait très bien compris Carlos Ghosn quand il vous disait que l'avenir à 50, 100 ans de l'industrie automobile, c'était comment créer dans la voiture un univers qui permet de faire des choses donc, et de vivre des expériences. Et je pense que fondamentalement, on va vers ça. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on vous parle de plus en plus du fait qu'il faut arrêter de prendre l'avion, que c'est pas bien de prendre l'avion, que l'avion ça pollue, ce genre de choses. Il est évident que l'avion ça pollue, que les croisières ça pollue, mais de toute façon, quand on se lève le matin, on pollue. C'est-à-dire que si on se lève et qu'on consomme un croissant et qu'on va prendre le métro et qu'on vend des produits aux Japonais à l'autre bout du monde qu'on doit mettre dans des containers pour leur envoyer, on a pollué. C'est voilà. Donc si on s'arrête de vivre tous et qu'on se flingue, effectivement, on polluera plus et la planète va aller mieux. Mais il se passe des choses qui sont intéressantes. Là, vous avez une courbe, c'est la courbe de CO2, donc la rouge, celle qui vous intéresse le plus. C'est la courbe de CO2 par kilomètre de passagers de l'aérien. Donc vous vous rendez bien compte que en 1950, on est sur quelque chose qui est de 2,5 kg. On est à moins de 0,10. Et on va encore diminuer. Alors ok, il y a plein d'autres polluants qui sont liés à l'aviation et qu'on ne prend pas en compte dans ces données-là. C'est pas... voilà, vous avez énormément de choses. Il y a aussi, est-ce que les avions les recyclent correctement? Ce genre de choses. Bon, vous savez que moi, je vous le dis, de plus en plus, moi, je pense que tout va être recyclé. Qu'on va arrêter de juste jeter des avions au fin fond du désert, mais qu'on va les utiliser, faire en sorte qu'ils soient le plus recyclables possible, parce que les coûts des matières premières vont monter. Il va y avoir une limitation de la capacité de juste construire et après abandonner, et on va construire, recycler, reconstruire. Voilà, c'est le futur cycle. Pour que ce cycle il émerge, il faut forcément que vous ayez une innovation clé dans le recyclage. Pourquoi? Pour que le prix du recyclage soit plus intéressant que le prix d'extraire du nickel de la terre. Si votre prix de recycler du nickel il est meilleur que le prix d'en extraire de la terre, les gens vont en extraire de façon assez limitée juste pour équilibrer le marché, et par contre ils vont en recycler de façon le plus possible. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes. Et fondamentalement, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que des choses à recycler, on en a un paquet. Donc ça veut dire que le jour où on est capable avec la technologie de faire des recyclages efficaces, bah à ce moment-là, on a déjà un certain nombre de déchets. C'est la même chose que quand vous êtes dans l'industrie nucléaire. Beaucoup nous disent on n'a pas notre indépendance énergétique. Mais c'est faux, parce qu'on a des déchets nucléaires. Le jour où on fait des SMR qui exploitent ces déchets nucléaires, vu tout ce qu'on a enterré à Bure, on est tranquille pour des dizaines et des dizaines d'années. Et on n'a plus besoin de se préoccuper de est-ce que les pays africains ils nous envoient de l'uranium ou pas. Si vous fonctionnez sur de l'uranium qui n'est pas enrichi et qui est extrait de déchets des anciennes centrales nucléaires, vous pouvez fonctionner avec les déchets qu'on a déjà dans notre pays. En plus, c'est écologique, pour le coup, parce que ça veut dire que vous allez, entre guillemets, consommer de l'uranium qui est déjà à beaucoup plus faible quantité que quand on l'a mis dans les centrales au début, et donc que vous allez réduire le risque, parce que plus vous allez le consommer, plus le risque après
ça dure longtemps et que les explosions soient dramatiques ou ce genre de choses, bah plus ça c'est limité, hein, ça c'est voilà. Donc vous avez des innovations là-dessus et c'est des choses qui sont quand même très très importantes. Donc c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête parce que moi je pense que quand on parle de l'aérien, on critique beaucoup. Moi j'entends beaucoup de jeunes qui critiquent l'aérien, mais rendez-vous compte des efforts que ces gens-là ont fait. En moins de 100 ans, ils ont divisé par plus de 100. Ce qu'ils produisaient en tonnes carbone par passager. Alors ok, le nombre de passagers a augmenté, ce genre de choses, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais je pense que si on prend la courbe là, je pense qu'on sera à zéro dans 20-30 ans. Alors après, il y aura d'autres problématiques, on sera peut-être pas à zéro avec avec la production des avions, ce genre de choses, mais on va avancer vers ça. Et moi, je pense qu'il faut avoir confiance et il faut surtout investir dans ces projets-là et investir très fortement. Donc voilà, c'était tout pour l'hebdo, la partie de l'innovation, hein. Donc comme toujours, hein, on a vraiment centré ça sur le transport. C'était pour vous expliquer vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est le transport. Ça vous permet vraiment de voir que avec l'innovation, vous avez une capacité de créer énormément de richesses et de créer énormément de nouvelles choses. Et là où toute la journée, on se dit « Oui, mais ça va pas. Oui, mais on a des problèmes. La dette, tout ça. » Oui, effectivement, l'humanité a des problèmes et on aura toujours des problèmes. Et tant mieux, parce que si on a des problèmes, bah, ça veut dire qu'il faut des gens pour les résoudre. Et moi, je connais énormément d'entrepreneurs qui m'ont dit « Tu sais Arthur, là où on innove le plus, c'est pendant la crise parce qu'on est face à plein de problèmes et les entrepreneurs, ils savent résoudre ces problèmes. Donc, ils vont innover pour essayer de résoudre ces problèmes. Et vous avez plein d'entreprises qui essayent justement de résoudre ces problèmes. Vous prenez Airbnb, ils sont nés pendant la crise. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, ils avaient une chambre, ils gagnaient plus d'argent et ils se sont dit, il faut qu'on essaye de rentabiliser cette chambre quand tout le monde veut aller à Los Angeles. Et ils ont créé Airbnb. Alors après, c'est pas de l'innovation de rupture, mais vous avez des innovations de rupture qui ont été créées par des gens en pleine crise parce qu'ils en avaient besoin, d'accord ? Donc, c'est vraiment, il faut se dire que tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, la question n'est pas de savoir si on doit continuer à le faire, pas continuer à le faire, la question doit être comment on peut mieux le faire. Et moi, ce que je reproche beaucoup aux politiques et à tous et même à beaucoup de patrons, c'est de ne pas être capable de dire qu'est-ce qu'on peut mieux faire, d'accord ? Parce que je pense que si on s'en donne les moyens, on peut faire énormément et on peut aller très vite. Quand par exemple Michelin vous dit que les pneus seront quasiment tous recyclés en 2050, moi je vous dis que si Michelin met les moyens, il est capable de rendre rentable le recyclage des pneus de façon quasi permanente pour tous les pneus qu'on a dans nos décharges d'ici 10-15 ans. Et donc d'ici 10-15 ans, c'est bien avant 2050. Je pense qu'en mettant les moyens, Michelin peut y arriver en 2030, 2035. Et ça, c'est aussi votre impact d'investisseur, c'est-à-dire quand vous êtes en assemblée générale, de dire le rendement court terme ne nous intéresse pas, on veut du rendement long terme, investissez dans des technologies de rupture. C'est ça qu'il faut dire aux managers quand vous allez en AG, ce genre de choses. Parce que de toute façon, en tant qu'investisseur, vous aurez toujours plus de reward en investissant dans une entreprise qui investit à long terme que dans une entreprise qui a une vision à court terme. Ou alors, vous allez faire ce qu'on appelle le saut de mouton, passer d'entreprise à entreprise. C'est fatigant intellectuellement et ça rapporte moins d'argent que celui qui a investi dans Amazon il y a 20 ans, ou celui qui a investi dans Tencent il y a 20 ans, ou même celui qui a investi dans Tesla il y a 10 ans. Et on peut prendre plein d'exemples comme ça. Et je pourrais vous prendre Air Liquide qui est totalement en train d'innover tout le temps de manière fréquente. Et bah, les gens qui ont investi chez Air Liquide ces dernières années, bah, ils sont contents. Voilà. Vous preniez biomérieux dans les tests qui investissent de plus en plus. Les gens qui sont investis depuis 10 ans, bah, ils sont contents. Et Dassault Systèmes, c'est la même chose. C'est une très très forte machine à innover. D'accord ? Donc voilà. Je vais boire un petit coup et après on repart. Donc voilà, maintenant on passe à l'hebdo du gaming. Steam et Pokémon battent des records. So let's go. Donc les ventes consoles, hein, bon bah vous voyez tout est en hausse. La Switch,
Elle fait quasiment les 750 000, ça c'est très bon, hein. Voilà. Bon, même si c'est vrai qu'on aurait préféré qu'elle fasse le million sur la semaine, on n'est pas encore à la semaine de Noël, on n'a pas encore les livraisons du Black Friday et tout ça. Bon, après moi je vous avouerai que j'avais quand même une vision un peu plus pessimiste des ventes en disant que si Nintendo ils avaient communiqué à ce point là en disant que bah, au niveau des livraisons ça serait compliqué et tout, je me disais qu'ils auraient du mal à dépasser les 700 000. On va voir si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est juste que cette semaine, tout le monde a vendu comme des gorées et que la semaine prochaine, on vendra beaucoup moins. Il faudra confirmer, mais j'ai quand même des premières remontées qui me semblent dire que la semaine prochaine, ça va plutôt être dans les mêmes eaux. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant et qui me fait dire que au niveau de Nintendo, il y a quand même un peu de stock. Bon, même si à mon avis, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Bon, après, je vous dirais que c'est pas non plus catastrophique. Au niveau de la PS5 et de la Xbox, hein, bon bah vous êtes au top, d'accord. On repasse sur des chiffres qui sont celles des semaines juste après la sortie et le lancement. Vous êtes toujours limité par le fait que effectivement bah, il n'y a pas de stock. Donc peut-être qu'on pourrait vendre 1 million de PS5 par semaine et 1 million de Xbox par semaine. Peut-être, mais en l'occurrence, on n'y arrive toujours pas. Donc, vous comprimez toujours le secteur du jeu vidéo. Donc ça, ça commence à faire long quand même, hein. Bon, après, vous voyez, on est quand même sur des choses qui sont intéressantes. On a quand même installé en un an, avec une pénurie, 10% de la base installée de PS4. C'est pas non plus la catastrophe intersidérale. Et chez Xbox, c'est même beaucoup mieux parce qu'ils ont installé un cinquième de leur base en moins d'un an. D'accord? Donc c'est quand même important. Il est clair que, à mon avis, Xbox fera beaucoup plus de ventes que la génération précédente. Et je pense que la PS4, ça sera la même chose. D'ailleurs, la Switch, on va bientôt dépasser ce qu'avait fait la Wii, qui avait été une console exceptionnelle en termes de vente. Hein, d'accord, donc c'est vraiment des choses très très fortes. Et on va même bientôt dépasser ce que faisait la 3DS, qui avait été la console la plus vendue, mais qui s'était vendue sur des dizaines d'années. Donc c'était un peu différent. Elle ne s'était pas vendue à des centaines de millions d'exemplaires sur 5 ans, mais elle s'est vendue sur 10 ans. Donc c'est un peu... c'est une autre type de... C'est vraiment une console à part dans l'univers du gaming. Donc on a Steam qui a fait un nouveau record d'utilisateurs en simultané, hein, à 27 383 000. Hein. Donc c'est un nouveau, ça dépasse de plus de 500 000 le précédent record. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Bon, c'est des records qu'ils ont fait plusieurs fois là sur les derniers jours. Hein. Donc voilà, mais ça dépasse les records d'il y a un an de quasiment 500 000. Donc ça vous montre qu'il y a quand même toujours de l'attraction. C'est-à-dire dans un secteur où on vous dit qu'il y a moins en moins de temps, il y a moins en moins de gens, ce genre de choses qui sont intéressés par le jeu vidéo. Toutes les données des acteurs du jeu vidéo vous prouvent les choses différemment. Alors vous avez des gens qui consomment un peu moins qu'avant, mais vous avez tellement de gens qui rentrent dans le marché du jeu vidéo que ça compense largement ces gens qui consomment un petit peu moins. Et effectivement, c'est vrai qu'avant, pendant le confinement, on va dire que si vous étiez un gros joueur qui jouait 3 heures par jour, bah vous avez peut-être joué pendant le confinement et pendant que votre boîte a fermé 5-6 heures par jour. C'est pas tenable. Effectivement, c'est vraiment pas tenable. Mais après, vous avez quand même de l'attraction avec un nombre d'utilisateurs, ce genre de choses. Et ça montre aussi que la guerre avec Epic Games, beaucoup de gens ont dit Epic Games, ils vont atomiser Steam, ils arrivent avec beaucoup d'armes. Effectivement, ils arrivent avec beaucoup d'armes, mais ça vous montre que Steam est toujours présent, Steam est toujours installé. Et ça vous montre bien le fait que quand on est un leader sur un marché, qu'on est là depuis très longtemps, même si quelqu'un vient avec beaucoup d'argent en face, avec des gros moyens, bah c'est pas si facile que ça de vous déloger. Hein. On va pas vous déloger avec... voilà, c'est vraiment compliqué d'y aller. Ça vous montre aussi pourquoi est-ce que Epic veut à ce point-là déloger Steam. Parce que ça veut dire que le jour où ils auront réussi à prendre la place de Steam, bah ils auront créé une valeur et débloqué une valeur qui est absolument colossale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les joueurs hein, que vous en avez quand même une grande partie qui ne sont pas en jeu. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors même si le en-jeu fait un nouveau plus haut historique,
et que le non-enjeu fait un nouveau plus haut historique aussi, ça vous montre que les utilisateurs de Steam, ils laissent Steam souvent ouvert et qu'ils utilisent Steam pour d'autres choses. Ils chattent, ils font ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça veut dire que dans tout l'aspect social de Steam, il y a beaucoup de choses à construire pour Steam et il y a beaucoup de capacités de monétisation à faire. Et moi, je pense que par exemple, ils ont beaucoup de choses à faire au niveau du métaverse, au niveau des NFT, ce genre de choses. Vraiment, l'aspect social de Steam, il est bien plus avancé que l'aspect social de l'Epic Game Store. Et donc, il y a du potentiel de créer énormément de valeur là-dessus. Et il faut que Steam s'y mette avec force. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'ils nous ont montré ces dernières années. Mais à mon avis, ils ont quand même beaucoup d'armes pour créer énormément de valeur. La question, c'est est-ce que quelqu'un va les racheter avant ou pas? Parce que effectivement, un tel acteur, pour quelqu'un comme Google, pour quelqu'un comme Microsoft, ce genre de choses, ça serait une belle porte d'entrée. Sachant que, effectivement, vous avez aussi une question de la législation. Si Microsoft voulait racheter Steam, à mon avis, ça serait pas possible, vu sa part de marché sur le PC, ce genre de choses. Par contre, si Google voulait racheter Steam, je pense que comme ils sont très peu présents dans le gaming, ça poserait pas trop de soucis. Si c'est Amazon, ça poserait beaucoup plus de soucis. Après, Google aurait sûrement des soucis au niveau de la peur des utilisateurs et un besoin de gérer cette peur. Mais ça, c'est un autre type de souci. Vous avez des records de vente pour Pokémon aussi. Donc là, c'est en Angleterre, les meilleurs lancements de Pokémon. D'accord, donc vous voyez que le premier, c'est Pokémon Soleil et Lune, d'accord, de 2016. Vous voyez qu'après, vous avez 2019 Épée et Bouclier, qui était sur la nouvelle version, hein, c'est-à-dire la Switch. Vous voyez qu'après, vous étiez sur Alpha et Saphir, 3DS, ce genre de choses. Donc, sur le top 10, vous avez quand même 3 jeux qui sont sur Switch. Et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous voyez qu'après, si on prend la Game Boy ou si on prend la Wii n'existe pas. D'accord? Donc déjà, bon, ça l'enlève. Si vous prenez Game Boy, vous êtes quand même sur 2 jeux et sur GameCube, c'est pareil. Et sur GameCube, ça n'existe pas non plus. Quand vous prenez la 3DS, vous êtes sur la majorité des jeux. Si vous comparez DS, 3DS, vous avez à peu près l'équivalent avec un peu plus pour 3DS que pour DS. Donc ça montre que de plus en plus, plus on avance dans le temps, plus les licences de Pokémon elles font vendre. Et pourtant, c'est des jeux qui sont assez répétitifs. C'est-à-dire un Pokémon, c'est toujours la même chose. Vous vous battez dans des arènes, vous essayez d'avoir vos badges, vous collectionnez vos Pokémon. Il n'y a pas de vraie révolution. C'est-à-dire on a rarement vu dans Pokémon de vraies révolutions. Ou alors après on les a vus dans des Pokémon comme le Pokémon de GameCube qu'on appelait Odysseum. Qui était une manière de jouer à Pokémon qui était différente, mais généralement la plupart des Pokémon qui se vendent bien, ils réutilisent toujours la même façon de faire. Et ce que fait en plus maintenant Nintendo, c'est ce qu'ils font, ce qu'on appelle des remakes, donc c'est-à-dire ils prennent des anciennes versions de Pokémon et ils les remettent au goût du jour. Donc par exemple, la nouvelle version de Pokémon, c'est-à-dire Diamant et Perle, c'est une version qui existait avant, qu'ils ont remis au goût du jour et elle se vend très très bien. Et les versions comme ça qui sont des versions qu'on dit de remake, elles se vendent 53% mieux que les versions originales. Et ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'il y a un principe quand on a une licence souvent qui dit que plus vous exploitez votre licence, plus sa puissance elle diminue avec le temps. Et ce qu'on trouve de très intéressant ces dernières années, c'est que vous avez des licences qui dépassent ce phénomène. Vous avez des licences, elles ne s'effritent pas. Harry Potter, ça ne s'effrite pas vraiment. Vous avez Star Wars qui s'est un peu effrité, mais en fait Star Wars, quand il s'est effrité, les films se sont effrités, mais les séries ont fait des cartons. Mais vous avez énormément de licences qui ne s'effritent plus aussi vite qu'avant. Le fait d'avoir une capacité de projeter votre licence sur tous les supports et le fait pour les utilisateurs d'avoir une capacité de jouer à plein de licences, ce genre de choses, ça fait qu'ils sont sensibles à certaines licences qui vont les accompagner toute leur vie. Ça pour nous c'est intéressant parce que vous pouvez vous dire que par exemple quand vous achetez des titres de Nintendo, des Pokémon ça va se vendre pendant encore 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire, vous voyez bien que plus ça avance, plus on en vend.
Alors, il y a des gens qui sortent de la licence. On connaît tous des gens. Moi, je connais des gens. Avant, ils achetaient tous les Pokémon et maintenant, ils en achètent plus. Ça, c'est normal. Au même titre qu'on connaît des gens qui, avant, allaient chez Carrefour et maintenant, ils vont chez Monoprix. Votre vie, elle évolue. Vous faites d'autres choses. Il y en a qui arrêtent de jouer, ce genre de choses. Mais si on prend le gros du marché, vraiment tous les utilisateurs, vous avez de plus en plus une puissance de ces méga licences qui s'installent et qui s'installent pour un temps très long et qui arrivent à vendre beaucoup plus qu'avant. Donc, Pokémon, avec le fait que l'univers du gaming s'agrandit, que l'univers de la licence Pokémon s'agrandit avec les séries, les films, les peluches, ce genre de choses, les cartes, ben vous avez tout l'univers qui prend en puissance et qui s'installe. Donc en fait c'est intéressant pour Nintendo, pourquoi? Parce que l'univers Pokémon se massifie sur plein d'autres typologies de jeux, Pokémon Go, Pokémon Unite, ce genre de choses, se massifie sur tous les trucs externes, les cartes à jouer, les animes, tout ça, les séries, les films. Et en plus, comme l'univers du gaming en lui-même, il grossit parce que vous avez de plus en plus de joueurs, bah, la licence Pokémon dans l'univers du gaming grossit. Donc ils ont 2 boosters allumés sur Pokémon qui leur permet, malgré le fait que c'est un jeu qui se renouvelle pas tant que ça, ce genre de choses, de faire énormément d'argent. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si vous prenez ce que rapportait la licence Pokémon il y a 10 ans et ce qu'elle rapporte maintenant, vous êtes sur quelque chose d'incomparable. Vous êtes sur des chiffres, des multiplicateurs de 2-3 suivant les années. Donc c'est vraiment important. Et ces méga licences, vous n'en avez pas beaucoup. Donc elles ont une valeur qui est dingue. Pour moi, par exemple, si on spin-off complètement Pokémon de Nintendo, à mon avis, ça vaut quasiment la moitié de la market cap de Nintendo à l'heure actuelle. D'accord? Donc ça vous dit vraiment la puissance de cette licence. Alors après, il y a toujours les gens qui vous disent, oui, Nintendo, et moi je suis le premier à le dire, hein, ils exploitent pas à 100% leur licence, ils font pas vraiment ce qu'il faut, ce genre de choses. Mais bon, voilà, il y a quand même de la création de valeur. Et cette création de valeur, elle est aussi parce que le marché du gaming, il grossit de plus en plus avec le temps. Hein. Vous avez la Chine qui continue encore à taper sur Tencent, hein, d'accord? Donc Tencent va être interdit de faire des mises à jour sur ses jeux et sur ses applications en Chine, ça ne concerne que la Chine. Ils vont d'abord devoir les envoyer au ministère de l'Industrie et de l'Information, et après, quand elles auront été validées, ils pourront les mettre sur le store. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une nouvelle mesure proactive du gouvernement chinois qui ne va être mise que pour Tencent parce qu'ils sont trop gros et parce qu'ils ont besoin un peu de faire le bâton, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser? Parce que ce que vous voyez de plus en plus en Chine comme discussion, c'est une volonté du Parti communiste de reprendre en main, non pas forcément les applications, mais les magasins sur lesquels on télécharge les applications. Donc par exemple, vous avez beaucoup Android en Chine, et ben, c'est de mettre une surcouche à Android et de gérer cette surcouche. Et d'avoir un store qui soit un store, par exemple, géré par le Parti communiste, où vous pouvez avoir vos applications que si elles sont réglementées, ce genre de choses. Et ça, vous avez de plus en plus de discussions. Donc, c'est des choses qu'il faut suivre, parce que si effectivement, ce que veut faire le Parti communiste chinois, c'est mettre une surcouche au store sur les téléphones mobiles et l'obliger pour tous les producteurs de téléphones mobiles, ça peut poser des problèmes à Apple, parce que ça voudra dire que sur le store d'Apple, il faudra mettre une surcouche la même, ce qui va un peu à l'encontre de ce que Apple défend au niveau mondial, mais comme le marché chinois est quand même un gros marché, ça pourrait leur poser des problèmes. Si ça vise que Tencent, ça pourrait limiter la capacité de Tencent à faire des mises à jour très rapides. Après, attention, hein, depuis qu'ils ont mis en place la réforme, Tencent a quand même fait des mises à jour à ses applications, donc il semble quand même que la discussion entre les services du ministère et Tencent soit assez proche pour que quand il y a des bugs ou des problématiques, il y ait une capacité de mise à jour qui soit rapide hein, pour Tencent. Donc ça va limiter la sortie des nouveaux jeux vidéo, la sortie des nouvelles applications, mais comme les autres concurrents sont aussi limités sur la sortie des jeux, ben en fait, il y a juste le pool de jeux qui sortent qui est limité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont arrêter de jouer parce qu'ils n'ont plus de nouveautés? C'est pas ce qu'on voit dans les datas. Ça va peut-être limiter un peu la croissance à horizon de 3 ans. Après, ça ne change pas que les jeunes chinois jouent de plus en plus aux jeux vidéo, aiment de plus en plus les jeux vidéo comme avant, et que les vieilles générations chinoises qui ne jouaient pas aux jeux vidéo et qui
ne jouent toujours pas aux jeux vidéo, c'est-à-dire dès que vous êtes sur la tranche d'âge supérieure à 50 ans, dans 10 ou 15 ans, cette tranche d'âge-là, elle jouera aux jeux vidéo. Et vous aurez toujours la tranche d'âge des jeunes. Et comme vous avez une volonté du Parti communiste de relancer les naissances, ce genre de choses, vous pouvez vous dire que de toute façon, le marché du jeu vidéo en nombre de joueurs en Chine, il va progresser dans le temps encore à minima pendant 10 ou 15 ans. Et après, peut-être qu'il sera rattrapé par la baisse de la population en Chine, mais vous avez quand même encore 10-15 ans d'hyper-croissance pour le marché du jeu vidéo chinois, et après, ça repartira dans l'autre sens, suivant la dynamique de population. Ce qui est normal, hein, parce que si votre population s'effondre de 50%, votre marché, soit les joueurs dépensent 2 fois plus qu'avant et ils restent stables, soit les joueurs dépensent comme avant et ils s'écroulent de 50%, parce qu'il faut toujours des hommes pour consommer derrière. Donc moins il y en a, plus le marché est petit, hein. Donc voilà, mais après vous êtes aussi compensé par plein d'autres acteurs. Donc par exemple, vous êtes compensé par le fait que la filiale de Tencent qui s'appelle Sea Limited, qui fait du jeu vidéo dans les pays d'Asie du Sud-Est, vous êtes sur des pays où l'évolution du nombre de gamers est colossale et où Tencent a une capacité d'exporter ses jeux à travers Sea Limited et d'aller trouver de la valeur, hein. Donc ça, voilà, vous avez toujours une volonté, et d'ailleurs vous avez même une survolonté de Tencent de sortir de la Chine, parce que justement, comme en Chine, ils sont devenus tellement gros que le parti leur dit « vous êtes en train de devenir un organisme de la puissance du parti et on n'en veut pas », leur seule solution, c'est quoi? C'est d'aller chercher de la valeur ailleurs, et c'est de s'exporter. Et ce que le groupe Tencent n'avait quasiment jamais fait avant, c'est l'exportation à l'international. Ils ne l'avaient fait que dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ils ont leur branche chinoise et la branche internationale. Sur tous les autres supports, ils avaient généralement procédé comme ils ont fait avec Sea en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire ils ont apporté des actifs technologiques en leur disant exploitez ce que nous on a conçu pour la Chine. Vous l'adaptez pour les pays, vous nous donnez des actions de votre société et on vous laisse vivre comme ça. Et de plus en plus, vous commencez à voir des rachats de Tencent complets dans des pays extérieurs de la Chine et une volonté d'installer des technologies. Vous l'avez un peu dans le cloud où ils sont en train de faire des rachats. Vous l'avez dans plein d'applicatifs comme ça où ils font des rachats. Et vous avez aussi une volonté de Tencent d'aller dans des secteurs où la Chine est en retard. Donc vous l'avez dans les puces, dans ce genre de choses, pour pousser sur le design de nouvelles typologies de puces qui sont liés au gaming ou qui ne sont pas liés au gaming, il y a les deux, hein. Ils sont très en avance sur des puces liées au gaming par rapport à leurs concurrents chinois. Au niveau mondial, ils sont quand même bien en dessous de ce que fait Nvidia ou AMD, mais ils commencent vraiment à avoir une volonté de rattraper tout ça, et ça, c'est privilégié par le gouvernement chinois, parce que le gouvernement chinois, il aimerait bien avoir ses concurrents à Nvidia, AMD, ce genre de choses. Le gouvernement chinois, c'est pareil, il aimerait bien avoir un concurrent à ASML. Donc vous avez une volonté aussi de ces acteurs de la tech d'aller chercher un peu de virginité auprès du régulateur en disant « vous inquiétez pas, on gagne beaucoup d'argent, mais on investit aussi beaucoup pour rattraper notre retard dans des domaines où la Chine est un peu en retard, hein. ». Après, vous avez Niantic qui lève 300 millions de dollars pour son métaverse. Donc ça, c'est comme Waymo, hein. C'est un spin-off de Google, hein. Donc c'est une chose qui est vraiment intéressante. On va en parler juste après, des spin-offs de Google. Donc vous êtes quand même sur une société qui a réussi à trouver son marché à travers Pokémon Go, parce que ça fait plus d'1 milliard de ventes par année, Pokémon Go. Donc c'est quand même un très gros jeu, hein. Même si la duplication n'a pas forcément marché parce qu'ils ont essayé avec Harry Potter et ça s'est effondré assez rapidement et ils n'ont pas réussi à l'installer. Là, ils sont en train de réessayer avec une autre licence de Nintendo qui s'appelle Pikmin. Pour le moment, ça marche plutôt moyen, hein, c'est avec Pikmin, mais il y a des moyens. Par contre, ce qui est intéressant dans la levée de fonds de Niantic, c'est quoi? C'est qu'ils vous parlent du métaverse et ils vous disent ce que je vous ai dit dans la vidéo métaverse. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire que le métaverse va être forcément un monde en parallèle de notre monde. Je pense que ça, c'est un peu ce que nous a montré Facebook, parce qu'effectivement, eux, ils sont obligés de travailler comme ça au début. C'est un peu ce qu'on voit avec Second Life et tout ça. Mais moi, je pense que ça va quand même être difficile de faire comme dans Ready Player One. On met un casque et on vit entièrement dans un monde numérique et dans la vie, entre guillemets, réelle, on ne se préoccupe pas de comment on vit. Fondamentalement, ça me paraît un peu fou et beaucoup trop dystopique pour que ça puisse exister. Par contre, ce qui va, à mon avis, vraiment exister, et c'est ce que Niantic vous vend
dans sa levée de fonds et dans sa manière de communiquer, c'est la fusion de notre monde réel avec le monde virtuel. Et le fait qu'il y ait des éléments du monde virtuel qui aillent dans le monde réel et vice-versa. Et qu'on ait une capacité de faire discuter les deux mondes et qu'on ait de plus en plus une fusion. Donc ça, ils vous disent, hein, et leur but, à travers leur technologie, donc ils ont commencé sur téléphone mobile, c'est justement d'offrir des applicatifs métiers pour les entreprises pour justement essayer de faire venir le monde virtuel dans le monde réel et de donner une nouvelle expérience dans le monde réel et même de décupler l'expérience du monde réel. Donc par exemple, quand vous allez voir un match de foot, qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans quand on va voir un match de foot? On s'assoit, on regarde les joueurs jouer. Mais il n'y a pas vraiment de choses en plus qui se passent. Peut-être que demain, avec ces technologies d'AR ou de ce genre de choses, vous aurez la possibilité de voir des replays en 3D des buts, en grand sur le terrain, de voir les joueurs en grand, en haut sur le terrain en train de jouer. Enfin, vous aurez peut-être beaucoup d'autres manières de pratiquer un sport ou même de le voir, de le vivre. Et tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles et qui vont avoir besoin de nouveaux acteurs. Et vous allez en avoir énormément. Donc moi, je suis plutôt d'avis que sur le métaverse, en ce moment, on est beaucoup, y compris sur l'aspect crypto, sur des mondes vraiment parallèles au monde actuel. Je pense que l'avenir, c'est plus des fusions de nos deux mondes, peut-être avec un monde virtuel et un monde réel, qui vont être parallèles et qui ont des capacités de fusionner à certains moments. Mais je pense que c'est plus ça. Typiquement, avoir la capacité d'avoir un jeu vidéo dans lequel vous pouvez être mis comme on joue dans un jeu vidéo classique à l'heure actuelle, et de temps en temps d'avoir des fonctionnalités de ce jeu vidéo qui viennent dans votre monde réel et qui vous permettent d'améliorer, ou pas forcément d'améliorer, mais de donner un nouveau goût à ce monde réel. Quand vous croisez quelqu'un, de le défier, ce genre de choses sur le jeu. Enfin, énormément de choses. Hein. Et vous avez beaucoup de choses. Par exemple, vous avez des applications qui ont déjà fonctionné comme ça. Once, qui était une application de rencontre, je crois qu'elle existe toujours, elle fonctionnait sur ce but-là. C'est-à-dire, en fait, vous aviez l'application dans votre téléphone et ça vous permettait de ne matcher qu'avec des gens que vous avez rencontrés dans la rue et qui ont l'application. Vous êtes assez proche de ces gens-là et ça ne vous propose que les gens que vous avez réellement rencontrés dans la rue. C'est même pas comme Tinder, ceux qui sont à 1 kilomètre de vous. C'est ceux que vous avez croisés dans votre vie de tous les jours. Alors ça peut être des parfaits inconnus, ça peut être des gens que vous connaissez, ce genre de choses. Bah, tout ça, c'est quand même un peu des premières briques de métaverse. On crée de la technologie pour amplifier notre capacité de profiter du monde réel. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Et je pense que c'est ce vers quoi va aller Facebook, mais pour le moment, ils ne peuvent pas encore l'expliquer comme ça. Je pense que aussi au niveau politique, c'est compliqué pour eux. Donc, ils dissocient bien le monde réel et le monde virtuel. Mais bon, à mon avis, ça ne va pas durer très longtemps. Ce qui est intéressant aussi chez Alphabet, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, moi j'ai entendu Alphabet, ils gaspillent leur argent. Ils font des milliards de cash et ils l'investissent dans tout et n'importe quoi. Vraiment, quelle bande de blaireaux. Et je l'ai entendu plus d'une fois. Ils ont même recruté des anciens de banque pour aller mieux gérer leurs finances. Donc ils ont recruté des anciens JP Morgan, ce genre de choses, pour mettre un peu de vis et arrêter de dépenser de l'argent n'importe où. Alors effectivement, Google a dépensé énormément d'argent dans plein de projets qui n'ont jamais réussi. Là, vous prenez Wings, vous prenez Loon, voilà, c'est des projets qui n'ont pas abouti. Par contre, vous prenez Waymo, vous êtes sur une décacorne. D'accord? Vous prenez Calico, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, mais il commence à y avoir des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous prenez surtout leur filiale d'investissement qui s'appelle Capital G. Ils ont investi dans Snapchat, ils ont investi dans Lyft, ils ont investi dans Waze avant le rachat complet par Google, qui en a fait une des briques clés de sa Maps. Au niveau du transport en véhicule. Quand vous utilisez votre voiture et que vous utilisez une application pour aller d'un point A au point B, la plupart du temps, vous n'utilisez plus Maps, mais vous utilisez Waze, parce que c'est mieux.
Et s'ils n'avaient pas racheté Waze, ils auraient été en concurrent. Et Maps, voilà, vous utilisez Maps quand vous vous baladez à pied ou ce genre de choses. Mais ils ont créé deux applications différentes. Une pour l'usage quand on est en voiture, c'est Waze. Et une pour l'usage quand on est ailleurs, c'est Maps. Et ils font vivre les deux applications qui sont un peu différentes et qui répondent à des besoins différents. Donc tout ça, c'est permis justement par le fait qu'ils font leur principe d'essamer sur beaucoup de sociétés. Ils investissent sur un type de société différente et ils font de plus en plus de choses. Donc moi, je pense quand même que plus le temps va aller, plus beaucoup de projets qu'on trouvait loufoques chez Google vont commencer à produire de la valeur. On le voit déjà, hein. Vous avez Waymo, vous avez le Niantic, qui était considéré aussi comme un pari complètement foireux, parce qu'ils l'ont fait à la même époque où ils étaient très investis dans les lunettes avec leur cardboard et ce genre de choses, hein, qui ont pas marché, hein, faut dire les choses, ça n'a pas vraiment marché au niveau technique, ça a marché, mais au niveau commercial, ils n'ont pas rencontré le succès. Mais d'un univers où ils étaient face à Facebook, avec son Oculus et tout, et où ils se sont fait manger par Facebook, ils ont quand même réussi à capturer une brique de valeur à travers Niantic. Et peut-être que c'est cette brique de valeur-là qui va créer le métaverse de demain. Donc c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Donc il ne faut jamais se dire que quand votre société l'investit, même si elle se plante beaucoup, c'est des blaireaux, ils ne savent pas investir, ce genre de choses. Quand vous investissez sur vraiment le cycle prochain à 10, 15, 20 ans, forcément, sur 1000 projets, vous allez en avoir 999 qui vont échouer. Et peut-être pas dans ces proportions-là, mais à minima 950 qui vont échouer vraiment de manière très importante. Peut-être une vingtaine qui vont globalement pas faire grand chose. Et puis après, le reste, ils vont faire des choses et vous allez peut-être en avoir un ou deux ou trois qui vont vraiment être très intéressants, comme Waymo, comme Niantic, ce genre de choses. Et donc ça vous montre aussi pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'acteurs dans le marché. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle d'hyper-innovation, mais on est aussi dans ce cycle d'hyper-innovation parce qu'on a des grosses sociétés qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent pour obtenir les briques technologiques du futur cycle. Et si ces sociétés n'étaient pas là et n'avaient pas la capacité de mettre des milliards, voire des dizaines de milliards chaque année pour investir, bah à ce moment-là, le cycle d'innovation, il irait beaucoup moins vite. Donc vous avez aussi une puissance de ces GAFAM qui vous pousse à aller dans l'innovation toujours plus loin. Ce qui est un peu rigolo parce que l'idée de la théorie économique, c'est que plus on se concentre et plus on va vers des monopoles, moins on a d'innovation, parce que les monopoles, ils vont essayer de tuer les voisins, mais de rester sur la même technologie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'univers de l'Internet, vous avez une telle capacité de disruption que même les monopoles, ils se disent bien qu'ils ne peuvent pas faire en sorte que les autres n'existent pas. Donc, ils sont toujours en permanence en train de surinvestir pour être sûr d'être dans le coup prochain. Et ça, c'est Facebook. Facebook, ils ont un monopole sur le social et ils se disent « Merde, dans 20 ans, ça se trouve, le social, comme on le voit maintenant, il n'existera plus. Il faut qu'on surinvestisse sur le prochain cycle. » Et le prochain cycle, pour eux, c'est le métaverse. Et ils y mettent des dizaines de milliards. Mais quand vous prenez Snapchat, c'est la même chose. Vous prenez tous ces acteurs, c'est la même chose. Et tout ça, c'est une révolution parce que les acteurs industriels qu'on a eu au 20e et au début du 21e siècle, quand ils avaient une taille qui en faisait des monopoles, ils avaient tendance à sous-innover. Et maintenant, vous avez de plus en plus de monopoles qui, justement, ont cette tendance inverse. Ils surinnovent. Ils surinnovent parce qu'ils ont conscience du risque de disruption. Et même des monopoles industriels, vous commencez à avoir des monopoles industriels qui surinnovent de manière très très forte. Vous avez Airbus et Boeing qui sont dans un duopole. Forcément, il y a une crise, ils ont viré du personnel, ils auraient pu se dire on va couper les dépenses de R&D. D'accord ? Parce qu'il faut qu'on fasse des économies. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Ils ont coupé des dépenses en production, parce que plus personne voulait acheter des avions, mais ils n'ont pas tant coupé que ça en R&D. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien conscience que s'ils coupent, il y a un Chinois qui va arriver avec 10 milliards sur la table ou 20 milliards, qui va faire quelque chose, et peut-être que ce qu'il va créer comme valeur, ce qu'il va créer comme avion et ce genre de choses, bah, ça va les concurrencer. Donc pour garder le lead, ils sont obligés de surinvestir pour être tout le temps dans le coup d'après. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, qu'on ne voyait pas il y a 100 ou 150 ans. Et qui arrive parce que justement, ce cycle d'innovation, il est de plus en plus court. Et c'est pour ça que plus votre société est une société qui essaye juste
de garder son marché sous cage, de pas trop investir et de maximiser ses cash flows, plus à long terme vous êtes quand même en risque. Donc en parlant gaming, on va continuer. Donc vous avez Sony qui rejoint Ubisoft et Activision en faisant l'objet d'une plainte pour discrimination et harcèlement de la part d'anciens employés. Donc c'est quand même un peu comique hein, parce que le patron de Sony Interactive, il avait lourdement critiqué Activision en disant qu'ils allaient même réfléchir à est-ce qu'ils allaient continuer à travailler avec eux ou pas. Bah, au final, ils se font attaquer de la même manière quelques semaines plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qui est global dans l'industrie du jeu vidéo. Hein. Plus globalement, moi je pense quand même que ces comportements sont globaux dans beaucoup d'industries, mais qu'il y a une parole qui s'est libérée dans l'industrie du jeu vidéo et qui du coup pousse à ce genre de choses. Mais attention, je pense que dans les 5-10 ans qui arrivent, on va avoir de plus en plus affaire à ces problèmes extra-financiers dans la vie de nos sociétés et qu'on ne sait pas encore très bien comment les gérer en tant qu'investisseur. Et ça, c'est vraiment un point clé. Je pense qu'on a du mal déjà à les identifier juste avec les données ESG qu'on a à l'heure actuelle dans les rapports annuels. C'est vraiment compliqué. C'est-à-dire savoir comment se comporte un management quand vous avez 150 usines dans le monde entier, comment se comporte chaque manager dans chaque usine, c'est pas facile, hein. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Donc ça c'est pareil, il va y avoir beaucoup d'innovations à mon avis là-dessus, beaucoup de moyens de contrôle qui vont être mis en place, et ça c'est un secteur de très forte croissance et où il va se passer beaucoup de choses, et potentiellement je pense que certaines entreprises vont faire les frais de ça, parce qu'il y a quand même des managements qui sont un peu encore vieille école, assez brutal, ce genre de choses, et ça je pense que ça peut encore durer peut-être 5-10 ans, mais à mon avis dans 15-20 ans, ce genre de management il durera pas sur les marchés financiers parce que c'est des entreprises qui ont trop de problèmes et qui sont trop dans l'œil du cyclone, et on sera tous à vouloir des entreprises un peu plus propres. Alors après, on n'aura jamais des entreprises qui seront plus blancs que blancs, hein, mais je pense qu'on essaiera toujours de tendre à des entreprises de plus en plus blancs. Vous avez Epic Games qui rachète Harmonix, le créateur de Rock Band. Donc c'était un concurrent de Ubisoft. Hein. Donc ça c'est intéressant. Le but d'Epic Games c'est vraiment d'ajouter une couche de musique à Fortnite. Hein, et c'est aussi de continuer à créer les Rock Band. Donc il faudra voir aussi parce que potentiellement ils peuvent essayer de mettre un peu plus d'argent et donc vraiment venir concurrencer sur les jeux musicaux Ubisoft. Donc il va falloir suivre un peu ce que Epic Games va vouloir faire. Vous avez la Caroline du Nord qui lance un fonds e-sport de 5 millions de dollars pour attirer les événements et qui promet jusqu'à 25% d'aide. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un événement qui fait 100 000 dollars. La Caroline du Nord peut vous donner jusqu'à 25 000 dollars pour vous aider. Donc ça c'est quand même intéressant. C'est vraiment lié qu'à l'e-sport. C'est un des tout premiers fonds étatiques qui vient en aide aux lanceurs de projets pour les événements. Donc ça vous montre vraiment qu'au niveau local, vous commencez à avoir un appétit aussi pour l'organisation d'événements e-sport. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, qu'on ne voyait pas avant. Hein. Généralement, ce genre d'aide, c'était quand même réservé au sport traditionnel et on voyait assez peu sur l'e-sport. Bon, là, ça commence à arriver. C'est un des tout premiers États aux États-Unis qui a fait ça. Il y a déjà des États qui ont dit qu'ils allaient suivre. Donc ça c'est intéressant. Il faudra voir aussi quand est-ce que ça s'exportera en Europe. Est-ce que ça s'exportera? Il y a quelques municipalités en Europe qui commencent à faire. Vous avez Monaco qui commence à faire pas mal de choses sur l'e-sport. Donc c'est vraiment, ça vous montre que c'est quelque chose qui se développe grandement et que c'est vraiment une de nos futures méga tendances. Vous avez Netflix qui continue dans le jeu vidéo en engageant un vice-président des studios pour sa branche gaming. C'est Amir Rahimi, qui dirigeait avant la partie gaming de Scopely, qui est un éditeur et un producteur de jeux américain. Et vous avez Farming Simulator 22 qui fait un carton avec plus d'1,5 million de jeux vendus en une semaine. Donc c'est vraiment une très très bonne vente, c'est quasiment 30% de plus que ce qu'ils avaient fait, non même plus, 35% de plus que ce qu'ils avaient fait la dernière fois, donc c'est vraiment important. Ça vous montre qu'il y a quand même de l'appétit dans le secteur du gaming quand vous faites un bon jeu, que vous avez une licence qui marche, que vraiment vous montrez que vous avez fait des choses différentes des fois d'avant, même si vous changez d'éditeur, parce qu'avant leur éditeur c'était Focus et qu'ils ont décidé d'y aller par eux-mêmes, ils ont réussi à créer de la valeur et à créer des choses. On continue avec l'hebdo de la crypto, le Kazakhstan proche du blackout.
Donc, on commence avec Oscillo Crypto semaine 47. Donc, vous voyez, la crypto qui a le plus monté cette semaine, c'est le Gala. C'est une crypto qui est liée à l'univers du métaverse. Hein. C'est une crypto qui a pris plus de 4000%. Donc, vraiment, c'est une crypto qui a explosé. Bon, moi, je trouve que c'est cher. Vous savez que ce genre de crypto, je préfère y aller quand c'est vraiment pas cher, quand c'est vraiment de la spéculation comme ça. Bon, je pense qu'il y a des choses à faire, hein, mais je pense qu'il vaut mieux aller sur des gens spécialisés. Hein. Vous avez Rod qui anime une room sur Telegram qui est vraiment très bonne et qui sait vous donner des bons points d'indication pour quand rentrer sur les cryptos, comment faire ce genre de choses. Moi, je sais pas trader les cryptos. Hein. Moi, je sais juste acheter des projets quand il y a des technos intéressantes et qui valent pas très cher et les garder et les vendre quand ils valent beaucoup plus cher. Mais trader, c'est pas mon truc. Donc voilà. Vous avez après une autre de mes cryptos qui est bien montée, c'est le Basic Attention Token. Donc ça, je vous avais dit, c'est une crypto que j'aime bien. Faut pas en avoir du sol au plafond dans son portefeuille, mais moi j'aime bien. L'idée, elle est bonne. C'est poussé par une bonne entreprise qui s'appelle Brave et qui fait énormément de bons produits, dont le navigateur Brave. Je trouve que l'intérêt de cette crypto, elle est pas mal. Après, j'ai toujours dit que l'exploitation, c'était un peu encore balbutiant, quoi. Parce que c'est vrai que obtenir des BAT pour avoir des publicités de meilleure qualité, en moindre quantité, ce genre de choses, ça vous demande quand même un certain scale, une certaine avancée. Je pense qu'ils en sont encore loin chez Brave. Après, ça vous montre aussi le potentiel. C'est que s'ils y arrivent un jour, bah, effectivement, vous êtes sur quelque chose qui est un peu comme Google ou ce genre de choses. Ça vaut pas 2 milliards, mais ça en vaut peut-être 200 ou 250. Après, est-ce qu'ils vont y arriver ou est-ce que ça sera toujours un truc qui sera utilisé par une micro-partie du marché, c'est-à-dire les gens qui aiment bien leur vie privée, ce genre de choses, et qui s'envoient des Basic Attention Token pour se dire que ils sont contents du dernier tweet que la personne a fait ou ce genre de choses. Voilà, je suis pas à même de le dire. Vous avez après Terra, qui est un univers de stablecoin. On en avait parlé dans un dossier chez Agora. Hein. Je vous avais fait un petit dossier sur les stablecoins pour un service. Voilà. On en avait parlé. Bon, c'est une plateforme très complexe, une manière de gérer des stablecoins qui est très complexe. Elle est intéressante, mais c'est vraiment très complexe. Donc voilà. Après, c'est très cher aussi. Hein. Maintenant, le Luna, c'est vraiment, il faut que la société elle développe son écosystème, ce genre de choses. Moi, il y a des choses que je préfère dans les écosystèmes des stablecoins que le Terra. Hein. Vous avez Stake, STX. Donc ça, c'est une petite crypto que je suis depuis un petit moment qui est intéressante. J'étais en train de travailler les fondamentaux. Donc c'est là que vous avez les boules, hein, parce que ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que je travaille les fondamentaux. Et je me disais que peut-être j'allais en acheter. Et depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, elle fait que monter comme un taré. Donc je vais continuer à étudier le truc. Et soit j'attendrai que ça rebaisse. Soit si je juge que vraiment c'est intéressant, je viendrai en plein milieu de la hausse. Mais vraiment la hausse, elle est très violente. Donc je me méfie un petit peu. Je trouve quand même que sur les altcoins, vous avez des hausses vraiment très violentes sur beaucoup d'altcoins. Donc pour le marché, je pense pas que ça soit pardon, que ça soit quelque chose de très durable. Vous avez après Sandbox, qui est une crypto qui est liée à l'univers des métaverses. D'accord. Vous avez Hank Air, Ziacon, Decentraland, donc pareil, crypto liée à l'univers du métaverse, Kuzuma, Shiba Inu. Donc vous voyez quand même que vous avez un peu moins de crypto folklorique, voilà, vous avez un peu plus de crypto sérieuses quand même, enfin ou de crypto qui sont dans le top 30 on va dire, dans le classement. On voit un peu moins, on a aucune qui fait plus de 100% sur les 7 jours. Donc ça c'est quand même un signe que la spéculation a un peu diminué comparativement à ce qu'on voyait il y a 1 mois et demi, 2 mois. Je pense aussi que les valorisations sont beaucoup plus hautes, donc forcément quand les valorisations sont plus hautes, vous progressez moins vite en pourcentage, hein, parce que voilà, hein, vous créez beaucoup plus de valeur en brut, donc il faut quand même faire attention. Moi je suis toujours prudent sur le secteur des cryptos, très prudent, surtout sur les altcoins, voilà. Je pense qu'il y a des grosses mises à jour sur le réseau de Bitcoin qui vont venir, des grosses mises à jour sur le réseau d'Ethereum, il y a des possibilités que ça aille mal, donc il faut faire attention. Mais il y a quand même toujours énormément de valeur. Après, je vous invite toujours à étudier une valeur, parce que par exemple, je vous dis, hein, moi je suis en train d'étudier STX.
bah, je peux vous dire que même si j'en achète pas, c'est pas grave, parce que je le mettrai dans mes dossiers, je dirai ce qu'il y avait de bien et de pas bien. Et si on se tape un bear market après, bah moi, quand il y aura le bear market, je pourrai faire mon marché, parce que j'aurai déjà travaillé toutes ces valeurs. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a quand même assez peu de chances que le marché des cryptos, il monte en ligne droite. Ça a toujours été un marché qui spécule beaucoup, qui retrace beaucoup, qui respécule beaucoup. Alors ce qui est intéressant dans ce marché, c'est quoi? C'est que le point bas du cycle précédent, bah, il est dépassé par le point bas du cycle présent. C'est-à-dire que vous étiez à 100 en point bas sur l'index des cryptos au cycle précédent. Bah, quand vous allez faire votre spéculation, vous allez passer de 100 à 400, vous allez redescendre et vous redescendrez qu'à 150. Donc vous avez quand même gagné 50. Et à chaque fois que vous avez un cycle, vous progressez comme ça. C'est une progression un peu par escalier. Hein. Vous montez et descendez et des fois vous vous tapez la marche. Mais ça ne se fera pas en ligne droite. Donc bon, quand il y a des cryptos qui m'intéressent, j'essaye de les avoir dans le viseur et de voir un peu plus tard. Mais encore une fois, hein, si ce qui vous intéresse c'est le court terme, vraiment allez sur la room la room Telegram de Interactive Trading, voilà, et vous aurez des super infos sur les cryptos pour les trader. Hein. Vraiment. Par contre, encore une fois, hein, par pitié, suivez vos plans si vous tradez les cryptos. Si vous êtes comme moi, que vous en achetez pour les garder et les mettre en stacking et les garder 50 ans, vous en foutez. Mais si vous faites du trading, me dites pas oui, Basic Attention Token, fallait l'acheter à 1,45, l'invalidation c'est à 1,30, je l'ai acheté à 1,45 en visant 2, puis finalement le token il descend à je sais pas 90 centimes et vous l'avez pas vendu. Parce que ça c'est le meilleur moyen pour se faire complètement rincé. Si vous êtes un investisseur de très long terme qui fait du DCA, c'est un peu différent. Vous allez choisir votre panier, vous faites votre DCA. Bon an, mal an, vous allez réduire ce que vous allez gagner comparativement à d'autres investisseurs crypto, mais vous avez un truc assez stable. Si vous êtes un spéculateur, vraiment respectez vos points d'entrée, points de sortie. Parce que sur les cryptos, ça peut aller très très vite. Et si vous ne sortez pas quand vous avez jugé qu'il fallait sortir graphiquement, bah vous vous retrouvez avec un token après parfois que vous avez en bear market. Et si vous êtes en bear market, peut-être que le Basic Attention Token, il va aller jusqu'à 10 centimes. Donc vous deviez l'acheter à 1,45 pour viser 2 euros, pour viser 2 dollars. Et au final, vous vous retrouvez avec un truc qui va valoir 10 centimes. Et juste parce que vous n'avez pas respecté vos points d'entrée, points de sortie, points de validation. Donc vraiment, si vous faites du trading, respectez votre plan. Hein. C'est vraiment très très important parce que je connais bien trop de gens qui ont gagné beaucoup d'argent et qui en ont perdu après encore plus parce qu'ils ne respectaient pas leurs points, leur manière de trader. Et comme le marché dans les cryptos il est complaisant et qui monte très vite et il descend très vite, quand vous êtes dans une phase de montée, vous avez des gens qui s'imaginent qu'ils n'ont pas de la chance mais qui sont bons. Bah, malheureusement, vous avez beaucoup d'acteurs, quand le marché des cryptos est on fire, ils ont juste de la chance. Donc faites vraiment très très attention. Après, si vous êtes vraiment dans l'achat d'une crypto pour la garder 5-10 ans, je pense que c'est le minimum à l'heure actuelle. C'est quand on achète le marché des cryptos, c'est pour viser à 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand on est un investisseur qui investit dans la technologie et vraiment dans les projets, bah à ce moment-là, voilà, dites-vous à chaque fois, je trouve que c'est trop cher, je vais pas y aller maintenant, je vais plutôt attendre une correction. Et si la correction n'arrive pas, c'est pas grave, vous avez trouvé d'autres dossiers, il y en a quand même beaucoup dans le marché des cryptos, on a le choix. Hein. On continue avec le Kazakhstan au bord du blackout. Hein. Donc là, vous voyez, hein, vous avez l'évolution du hash rate par pays. Donc vous voyez bien que vous avez des pays qui augmentent très fortement, hein, les États-Unis, ce genre de choses. La Chine qui diminue très fortement avec le temps. Et vous avez un pays qui augmente de façon assez forte. C'est le Kazakhstan qui a ouvert en grand les vannes hein, pour les mineurs. Donc déjà, le gouvernement kazakh, il a beaucoup ouvert. Vous avez beaucoup de projets de barrages hydroélectriques qui ont été permis par des mineurs de crypto qui ont acheté de l'électricité pour des durées très très longues. Mais ce qui se passe, c'est autre chose. C'est que comme en Chine, beaucoup d'acteurs étaient pas vraiment tout à fait légaux, ils ont été traqués par le gouvernement chinois, ils sont sortis du marché chinois, ils sont allés dans le marché kazakh avec leurs mineurs. Et la problématique, c'est qu'en fait, ça fait un appel d'air colossal sur le réseau d'électricité kazakh avec une hausse de la consommation d'électricité de quasiment 10%.
Et en fait, tous ces acteurs, ils commencent à mettre à mal le réseau kazakh. C'est-à-dire que quand vous étiez un gros acteur, que vous alliez rendre la construction d'un barrage rentable et que vous vous installiez juste à côté, c'est pas un problème. On ajoute de l'électricité dans le réseau, c'est vous qui l'utilisez, point. Vous rendez juste un projet rentable et vous faites un investissement. Mais quand vous venez en installant juste ça dans des hangars et en vous disant je vais juste me plugger au réseau, je préviens personne et je dis même pas, je me crée même pas de vraie structure au Kazakhstan ni ce genre de choses et je fais tout sous le manteau, bah il y a des problématiques. Donc les problématiques sont telles que le gouvernement kazakh a décidé de mettre un peu la vis. Hein. Donc vous avez de plus en plus de mineurs qui sont détruits au Kazakhstan. Hein. Et vous avez aussi une intervention de la Russie qui va apporter de l'énergie au réseau kazakh. Hein. Donc les énergéticiens russes vont entrer dans le game hein, au Kazakhstan et vont prendre vraiment beaucoup de puissance. Donc ça c'est intéressant pour Poutine parce que ça lui permet d'asseoir aussi sur une ex-république soviétique son pouvoir. Mais il n'y avait personne d'autre que la Russie qui pouvait apporter de la puissance parce que la Chine n'a pas de capacité d'apporter de l'électricité à l'heure actuelle au Kazakhstan. Donc en face, il ne restait que la Russie. Vous avez Ethereum 2.0 qui arrive à vitesse grand V. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez deux grosses mises à jour qui arrivent là, coup sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc là, en préparation de la mise à jour d'Ethereum 2.0, vous avez les développeurs d'Ethereum qui cherchent des bêta-testeurs dans la communauté pour tester les nouveautés d'Ethereum 2.0, voir si le réseau marche, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que si pendant le test, vous avez des gros bugs ou des grosses problématiques, forcément, bah, ça va décaler la mise à jour sur Ethereum et ça peut avoir des impacts importants sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut quand même vous dire que c'est des actifs technologiques qui trouvent leur intérêt dans comment est-ce qu'on les a codés. D'accord? Donc il faut vraiment que le code qui est derrière, il y ait des améliorations qui répondent à des besoins des utilisateurs, ce genre de choses. Donc vraiment la base de la valorisation d'Ethereum et de Bitcoin, c'est quand même ça. Et si vous vous plantez au niveau du code ou que quelqu'un arrive avec une techno qui est meilleure, vous avez quand même un risque de vous faire disrupter qui est important. Donc c'est des choses qu'il faut suivre, même si vous êtes un spéculateur, c'est des choses qu'il faut suivre quand même d'assez près. Vous avez pas mal de comptes Twitter qui en parlent, qui vous donnent plein de bonnes infos en temps réel. Donc voilà, les infos, vous en avez pas mal. Vous avez les Émirats Arabes Unis qui émettent le premier timbre NFT. Donc vous avez un timbre hein, avec de l'or dedans. Et vous avez le petit QR code pour le NFT qui vous permet d'avoir accès à votre NFT. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Hein. C'est tout ce que je vous dis depuis longtemps. C'est la fusion un peu des NFT avec le physique. Et créer une surcouche de digital au physique pour lui donner une saveur un peu nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dit bien Abdullah Mohamed Al-Ashram, hein, le PDG des services postaux des Émirats Arabes Unis, hein, qui vous dit que le but, c'est vraiment d'utiliser la technologie pour mettre le plus, pour fusionner l'aspect digital du timbre et l'aspect physique du timbre pour justement attirer les jeunes utilisateurs vers le timbre et rendre ça intéressant à long terme. Donc moi je pense que ça vraiment dans beaucoup de choses vous allez le retrouver. Hein. Je pense que dans quelques années quasiment toutes les cartes à jouer seront des cartes avec des QR codes et avec un côté NFT et un côté jouable en ligne, ce genre de choses. Là la fusion justement du monde physique et du monde virtuel, c'est justement tous ces aspects-là, toutes ces nouveautés. Hein. C'est la carte Pokémon, avant on la jouait, on la mettait dans un classeur, on la sortait et on jouait contre quelqu'un. Peut-être que bientôt la carte Pokémon, on la mettra dans un classeur, on la scannera et on l'aura dans son téléphone et on pourra jouer face aux autres et de manière digitale. Et tout ça, et on pourra voir aussi son Pokémon de manière digitale évoluer dans une maison, ce genre de choses, et ça donnera beaucoup plus de valeur aux cartes. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ça peut vous montrer que sur certains acteurs qui avaient assez peu de valeur, bah, ils ont une capacité d'aller chercher beaucoup plus de valeur en ajoutant de la technologie sur quelque chose de physique. En parlant crypto, vous avez cette semaine Crypto.com qui a acquis 2 exchanges aux États-Unis spécialisés dans les produits dérivés. Hein. Donc ça, c'est toujours les efforts de Crypto.com pour se renforcer dans ces pays-là. Hein. Ils ont fait beaucoup d'efforts cette année. Ils ont burn énormément de tokens au T1 de l'année hein,
pour réduire le nombre de tokens de leur token crypto.com. Après, ils sont passés sur un effort marketing très très fort en faisant les plus gros deals marketing qu'on n'ait jamais vu dans l'histoire des cryptos. Maintenant, ils font pas mal de rachats de petits exchanges sur plein de pays pour devenir leader. Donc vraiment, vous avez une grosse guerre entre Coinbase, qui est le plus légal, hein, le plus avancé dans sa légalité, et les deux un peu outsiders qui sont pas tout à fait en conformité avec les légalités partout, mais qui sont les deux gros, qui sont qui sont Binance et Crypto.com. Et on a vu que Binance, ils faisaient des efforts, ils voulaient faire rentrer un fonds d'investissement à leur capital, ce genre de choses. Donc je pense que Crypto.com, ça va être la même chose. Et je pense que, à mon avis, d'ici 5-10 ans, c'est des entreprises qui les deux seront cotées et qui seront des entreprises très très puissantes. Vous avez le jeu Play to Earn Guild of Guardian qui a levé 5,3 millions de dollars et qui affiche plus de 400 000 joueurs en préenregistré, hein. Il devrait se lancer au T1 2022. Donc au niveau de la levée de fonds, c'est 53 fois ce qui est recherché. Donc c'est quand même intéressant. Ça vous montre toujours que dans l'univers du Play to Earn, il y a énormément de valeur. Alors là, c'est pareil, hein, j'en parle assez souvent. Faites attention. Je vois trop de gens qui viennent me voir en disant « Ah ouais, tu parles du Play to Earn, c'est bien et tout. Où est-ce que je peux investir ?» Ce genre de choses. Attention, le Play to Earn, la plupart du temps, si vous êtes là très tôt dans le jeu vidéo, vous payez pas très cher pour vous installer et puis après vous allez gagner de l'argent in-game, ce genre de choses, et vous avez la possibilité de revendre un peu de vos tokens, ce genre de choses. Si vous arrivez un peu plus tard, il faut faire un investissement en monnaie sonnante et trébuchante d'abord pour atteindre un certain niveau dans le jeu, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous rembourser. Donc attention, ne pas être le dindon de la farce sur certains jeux qui ont des courbes un peu paraboliques. Ils montent très vite très haut et ils redescendent très vite très bas. Si vous investissez dans le jeu à ce niveau-là, même si vous reste un tout petit peu de temps pour monétiser, bah souvent vous commencez à tirer les fruits de votre investissement, vous allez sortir un peu de token, puis après le prix du token il s'effondre et vous êtes bloqué dans un jeu qui rapporte plus rien du tout. Donc il faut faire attention, hein. Le Play to Earn, il y a quand même beaucoup de risques. Après moi je pense que c'est quelque chose de très intéressant, hein, qui est vraiment une techno vraiment très très intéressante, surtout sur l'aspect tout ce qu'on gagne et tout ce qu'on fait dans un jeu nous appartient, hein. Moi je pense que pendant trop longtemps les MMO c'était le droit de vie ou de mort sur votre compte, c'était géré exclusivement par le développeur du jeu vidéo. Vous aviez aucune capacité de monétiser le temps que vous aviez passé en jeu, en vendant votre compte, en vendant des items, ce genre de choses. Je pense que plus le temps va passer, plus on va aller vers ce genre de nouveaux systèmes qui vont permettre de monétiser justement ces actifs un peu sans valeur qu'on a dans notre vie, hein, parce que si vous aviez un personnage niveau 200 dans Dofus, ça n'avait pas de valeur, il appartenait à Ankama qui est l'éditeur du jeu. Bah demain, dans tous ces nouveaux jeux, vous avez passé beaucoup de temps jeune à jouer à un jeu, bah ça a une valeur et vous avez la possibilité de le vendre à quelqu'un, et donc ça va créer énormément de valeur, ça va créer des nouveaux systèmes de création de valeur, et ça va être intéressant pour la consommation, ce genre de choses, et pour beaucoup de choses. Donc voilà, donc toujours rester focus sur le Play to Earn, hein, c'est un gros secteur en devenir à mon avis, mais faites attention quand même, hein. Vous ne faites pas happer non plus par le Play to Earn, comme beaucoup se sont fait happer sur le farming, sur la blockchain de Binance, en allant sur le moindre projet qui offrait des yields de 1000%, et en se disant que c'était tout à fait normal. Bah non, quand vous en 1000% sur un projet, ce genre de choses, c'est généralement que c'est un pump and dump, hein. Il n'y a pas de possibilité dans le monde actuel de vous offrir 1000% de façon ultra safe. Ça n'existe pas. C'est soit qu'on essaye d'attirer des utilisateurs et du coup on vous paye pour venir utiliser un produit et donc ça va durer qu'un temps limité, soit ça veut dire qu'on essaye d'attirer des capitaux et donc c'est un pump and dump. Le but c'est d'attirer le plus de capitaux possible, et le moment où les capitaux commencent à s'évaporer parce que les gens veulent récupérer leur argent, le château de cartes s'effondre. Vous avez après le VP Crypto de Meta qui va partir avant la fin de l'année pour poursuivre ses propres projets. Donc ça c'est pareil, hein. Facebook avait beaucoup parlé des crypto-monnaies, de ce genre de choses, et ils n'ont rien réussi à faire de très très fort là-dedans. Alors après ils ont eu beaucoup de problématiques légales sur leur crypto, mais ça vous montre vraiment que la problématique et l'avancement est vraiment trop long, et donc le vice-président des cryptos chez Meta a décidé que c'était plus intéressant
plus intéressant pour lui d'aller créer sa propre société que de continuer chez Facebook. Donc ça vous montre un peu quand même la complexité. Après, vous avez Borderless Capital, qui est un fonds d'investissement qui ouvre un fonds de 500 millions de dollars pour soutenir les projets liés à l'univers Algorand. Donc ça, c'est ce que vous avez de plus en plus, hein, c'est-à-dire les fonds de capital investissement dans les cryptos qui créent des fonds pour soutenir un écosystème d'une blockchain. Donc vous l'avez eu avec Solana, vous le voyez avec Algorand, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça veut dire que les fonds, ils ont investi dans un projet de blockchain et maintenant il faut investir dans les sociétés qui vont utiliser cette blockchain pour créer des produits qui sont intéressants. Donc c'est vraiment de plus en plus intéressant parce que quand vous voyez des fonds d'investissement aller justement sur la couche supérieure d'une blockchain, c'est-à-dire qui va utiliser la blockchain pour faire des produits qui ont sens et qui vont rencontrer leur marché, ça montre vraiment qu'on est sur un autre niveau de ce qu'on voyait en 2017, 2016, 2015. Hein. Il y avait assez peu de fonds d'investissement qui étaient dans cette stratégie d'investissement, surtout aussi massive que là avec Borderless Capital. Et vous avez un terrain qui s'est vendu pour 2,4 millions dans Axis. Donc après, vous avez d'autres terrains dans Decentraland qui sont vendus pour 2,4 millions aussi. Donc ça vous montre quand même qu'il y a un appétit, il y a une spéculation. Après, faites quand même attention. L'hebdo du marché, les ventes du Black Friday en baisse. Donc les résultats de la semaine, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc ce que vous avez d'intéressant, hein, c'est DocuSign qu'il va falloir suivre. Ça c'est très très intéressant, hein. Qui est quand même une société qui vous montre quand même l'évolution de la digitalisation des sociétés. Vous avez Box et Salesforce qui ont publié. Salesforce a publié d'excellentes choses sur Slack. Donc c'est intéressant aussi, c'est une belle société. Hein. En Chine, vous avez CIBC qui va publier. Donc là c'est pareil, enfin ils ont publié ce matin. J'ai pas encore été voir, mais c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. Voilà. Après, vous avez d'autres sociétés qui publient, mais on va dire que les principales qui nous intéressent le plus. Vous avez Semtech aussi, qui est très intéressante aussi, hein, un peu moins Snowflakes, et vous avez Elastic aussi qui est intéressante au niveau technologique. Voilà. Black Friday, pour la première fois une baisse, donc là vous n'avez pas tout, hein, vous n'avez que les données qu'on avait, hein, d'accord. Donc on voit que par rapport à avant, on a légèrement plus dépensé la première semaine de novembre. Par contre, Black Friday plus Cyber Monday, on a moins dépensé en 2021 qu'en 2020. Vous ne l'avez pas encore dans les données là, hein, mais ça a été publié. Donc par exemple, pour le Black Friday, on a dépensé 8,9 milliards contre 9 milliards. Et pour le Cyber Monday, on a dépensé un tout petit peu plus, mais ça ne compensait pas. Donc en gros, on est en baisse de 0,1 par rapport à 2020, d'après les données d'Adobe qui fait la compilation. Donc ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est quand même de bien définir sur tout le cycle. Parce que trop, j'ai vu, et moi le premier, hein, je vous ai fait un titre, le Black Friday en baisse, une première depuis le début du Black Friday. Depuis que le Black Friday existe, tous les ans, on fait plus que l'année d'avant. Mais ce qu'il faut bien vous dire quand même, c'est que les premières semaines de novembre, vous avez fait légèrement plus. Donc là, ce qui va vous intéresser pour voir les dépenses de consommation, c'est quand vous allez voir le cycle complet. C'est-à-dire les premières semaines de novembre, le Black Friday, le Cyber Monday, le week-end de Noël, le jour de Noël, enfin le jour... les jours avant Noël, le jour de Noël et le Boxing Day. D'accord ? C'est tout ça qui va vous intéresser. Et c'est ça qui va vous permettre de voir dans la globalité. Moi, je pense qu'on va être légèrement en baisse. L'année dernière, on avait fait une forte hausse. Aussi parce qu'on était en pleine période de Covid. Donc les gens, ils avaient besoin de faire des investissements, de se dire, voilà, il faut qu'on avance. Donc vous aviez sur certains pays le Covid, pour d'autres vous n'aviez pas encore le Covid et donc vous aviez juste le fait qu'on était dans une bonne période, ce genre de choses. Donc voilà. On voit aussi que la Fed durcit sa position sur l'inflation, hein. Donc vous voyez, hein, les targets, elles ont augmenté. Vous avez énormément de communication de la Fed qui vous disent qu'ils pourraient remonter les taux un peu avant. Donc ça, je pense que, à mon avis, on va se taper une remontée des taux avant 2022. Hein. Je pense que ça, c'est quasiment... Enfin, dans 2022, pardon. Ça, c'est sûr.
Bon, la Fed se laisse de plus en plus d'espace pour une remontée des taux. Faut faire attention aussi avec le Covid parce que ça pourrait aussi driver un peu de limitation sur l'inflation. Mais vous avez quand même une très très forte inflation. Vous avez surtout une inflation qui est très dérangeante. C'est sur les biens immobiliers, sur la location des biens immobiliers. Vous êtes sur des inflations dans beaucoup de grandes villes américaines au-dessus de 10%. Donc là, ça commence à taper le portefeuille des consommateurs. Et donc, il faut faire attention. Donc, la Fed va devoir répondre. Mais attention, en Europe, on n'est pas du tout là-dessus encore. Hein. On a des données qui sont de bien meilleure qualité, même si on a une inflation. Retraité quand même de l'énergie, l'inflation en Europe est beaucoup beaucoup plus faible. Donc là, il va falloir faire gaffe parce que ce qui pourrait se passer, c'est que les Américains soient obligés d'être beaucoup plus durs en politique économique, donc que le dollar remonte et que l'euro descende. Et donc ça serait intéressant pour tous ceux qui sont exportateurs, donc des gens comme Airbus, ce genre de choses, ils tiraient profit d'un dollar fort et d'un euro faible. Donc ça, il faut le suivre aussi pour vous en tant qu'investisseur. Je pense que ça sera quand même quelque chose qui va driver des résultats en 2022 pour nos entreprises industrielles. Donc il faut l'avoir dans un coin de la tête. Donc voilà, on va passer aux questions. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, connais-tu des tokens sur le quantique? Absolument pas. Alors, pour te dire une chose, c'est que je travaille sur quand même beaucoup de projets crypto, parce que je suis advisor quand même de beaucoup de projets crypto. Je connais quand même vachement bien ce qu'on appelle la token économie, donc c'est le principe de créer un environnement économique autour d'un projet crypto, d'accord? Donc je travaille avec vraiment 5 projets de manière très sérieuse, voilà, qui m'occupent quand même pas mal de mon temps. Et c'est pas si facile que ça la token économie parce que vous savez pas vraiment comment les utilisateurs vont utiliser votre token et tout. C'est vraiment quelque chose de complexe. Hein. C'est passionnant mais complexe. Je t'avouerai que la token économie autour d'un ordinateur quantique, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Enfin, ça me paraît. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même que vous ayez des projets qui ont une token économique qui est plausible, quoi. Parce qu'on peut faire un token sur amener des gens sur Mars. Mais qu'est-ce qui va donner de la valeur au token, quoi? Voilà, c'est comme on peut faire un token qui s'appelle le Elon token. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, faites attention, il y a quand même beaucoup de spéculation dans ce marché des cryptos. Et il y a beaucoup de gens qui aiment le pump and dump parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ce que quelqu'un gagne dans le pump and dump, un autre l'a perdu. Hein. C'est le principe du pump and dump. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un gagnant, en face, vous avez un perdant. Et dites-vous bien une chose, c'est que tous les gens qui investissent dans ces projets pump and dump, leur but, c'est eux d'être gagnants et que vous soyez perdants. Donc c'est un jeu un peu... Enfin, moi, c'est des jeux qui ne m'intéressent pas trop. Je connais un bon bouquin sur la stratégie, 1000% sur le long terme. Bah ça, c'est mon bouquin, ça. Avec la croissance géométrique. Grosse claque sur Big Ben et Nacon, opportunité d'entrée, même si le rattrapage a déjà commencé aujourd'hui. Alors alors sur Nacon, bon moi je vous l'avais déjà dit, hein, c'est une valeur que je porte pas dans mon cœur. Attention quand même, hein. Vous avez un management et ça, je trouve qu'on le dit trop peu souvent, d'accord? Et ça vraiment, je vais vous le montrer parce que je pense que c'est quand même assez gonflé. Et ça en tant qu'investisseur, il faut que vous l'ayez quand même en tête. Parce que on peut pas laisser les sociétés faire n'importe quoi au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de sérieux dans ce marché. Et je pense qu'il y en a certains qui en manquent beaucoup. Et ça crée de la problématique. Alors après, comme le cas qu'il a pris plus 1% sur la journée, forcément, voilà, c'est tout beau, c'est tout machin, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc on est sur le titre de Nacon. Hein, donc quand même, bon, bah, sur 10 ans, faut se mettre sur... putain, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. C'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Donc, et ça vient d'une IPO. Hein. Donc vous êtes quand même... voilà, vous arrivez sur quelque chose. Alors ils ont fait leur IPO, c'est descendu. Après c'est remonté. Bon, on va passer. Ça, c'est... malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'une société marche pas à son IPO que c'est vraiment quelque chose de pas bien. Hein. Par contre, ce qui n'est vraiment pas bien, c'est ça. Donc, bon, on va aller sur le site directement parce que sur comment ça s'appelle, sur
Sur Boursorama, on n'a pas les infos qu'on veut. Espace investisseur, tac tac. Information financière, hop. Hop, hop, hop. Donc voilà. Là et là. D'accord? Hop là. Hop là. Donc là, vous êtes sur le chiffre d'affaires du S1, d'accord? Donc vous êtes en octobre. Vous êtes le 25 octobre, donc fin octobre, hein, d'accord? Bon. Donc vraiment, à ce moment-là, au deuxième trimestre, ils vous disent qu'ils ont des problèmes pour des acheminements, ce genre de choses. Hein, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur la perspective, ils vous disent Nacon confirme ses objectifs avec un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 millions d'euros et un taux de ROC supérieur de 20%. D'accord? On passe au résultat. Donc, vous êtes un mois plus tard. D'accord? Et à ce moment-là, on passe sur un chiffre, une ambition de chiffre d'affaires de tac tac tac. Donc sur là, on est sur voilà, on est là. On est sur 150 à 180 millions d'euros et un ROC proche de 20 millions d'euros. D'accord? Vous êtes quand même sur une différentielle de fourchette de quasiment 50 millions d'euros. C'est considérable. Un peu moins, allez, on va dire 35. Si vous prenez la borne basse, la borne haute, ok, et que vous faites la moyenne. Comment en un mois, ils ont pu trouver un différentiel aussi important? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient au courant, là, quand ils vous ont communiqué, ils étaient au courant, et ben là, ils se disent, bon, ben, on est bien obligé de le reconnaître, parce qu'on va pas le faire. Mais la problématique que vous avez, c'est que vous avez une problématique, et c'est ce que je vous exposais ici. Hein. La problématique, elle se situe là, c'est que vous avez quand même une part accessoire qui est très importante, hein, parce que vous avez plus d'accessoires que de jeux, et vous avez une part jeu qui diminue. Alors qu'ils ont fait des lancements en fin d'année dernière, ils ont lancé beaucoup de jeux, et ils vous le disent eux-mêmes. Ils vous disent qu'ils ont fait beaucoup de lancements sur l'année 2020. Et en faisant beaucoup de lancements sur l'année 2020, eh ben, ils n'arrivent pas à avoir un back catalogue qui monte très fortement. Et ça, c'est parce que, à mon avis, les jeux, ils sont de piètre qualité. Donc, plus vos jeux sont de piètre qualité, plus votre back catalogue, il est de très mauvaise qualité. Et vous avez quand même chez Nacon un back catalogue qui est quand même de mauvaise qualité. Donc, il ne compense pas le fait qu'il y ait une problématique sur la sortie du jeu. Et surtout, vous avez un problème chez Nacon, c'est que vous avez énormément de sorties qui vont venir en 2022, mais la question c'est quid de ces sorties? Est-ce qu'elles vont être réussies? Est-ce qu'elles vont pas être réussies? Enfin, pour le moment, Nacon a jamais prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses. Focus, Ubisoft, Dontnod, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses. Nacon, ils ont encore rien vraiment prouvé au niveau du jeu. Ils ont acheté des studios, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces studios? Voilà. Il va falloir vraiment suivre scrupuleusement ce que fait Nacon et faire très attention là-dessus. Donc moi, je suis toujours dans l'expectative, hein, pour Nacon. Je fais toujours attention parce que vous avez quand même des gros jeux comme Test Drive, ce genre de choses, Gollum et tout, qui vont sortir en 2022. Si ces jeux, c'est des échecs, attention, hein, la sanction, elle va être très très forte. Hein. Donc si vous êtes des acheteurs pour acheter pour 1, 2, 3 ans, attention, hein, la sanction, elle peut vraiment faire très très mal. Si vous êtes des acheteurs de long terme, moi je vous dirais qu'en tant qu'acheteur, je préfère attendre qu'ils m'affichent un jeu AA de très bonne qualité, réussi, et quitte à payer peut-être beaucoup plus cher l'action, mais me dérisquer de ça plutôt que de l'acheter maintenant et de me dire que je peux rester avec une action qui va prendre moins 50%, parce que elle n'est pas de bonne qualité. Sachant qu'en plus, moi je suis toujours dans l'idée que les accessoires vont quand même se retourner fortement en 2022 et qu'on ne va pas être en croissance sur les accessoires sur 2022 VS 2021 et VS 2020. Hein. Donc forcément, ça veut dire que tout ce que vous allez perdre en accessoires, il va falloir le retrouver en jeu. Donc même si vous faites de la croissance dans le jeu, si vous perdez 20 ou 30% de chiffre d'affaires dans les accessoires, faut que vous ayez le cheval qui va vachement vite au niveau des jeux vidéo. Hein. Donc attention. Hein.
Hop là. On va reprendre vos petites questions. Hop, hop, hop. Tu restes sur la théorie des inflations court terme liées au Covid ou pas? Ouais, moi je pense quand même qu'il y a beaucoup de... Alors attention, il y a des inflations dérangeantes qu'on voit. C'est tout ce que je vous explique sur l'immobilier. Ça, c'est quand même des inflations très dérangeantes et qu'on voit en Europe aussi un petit peu. Donc ça, quand même, c'est pas bon, ça. Hein. Ça milite plus pour de l'inflation long terme. Après, attention, la problématique aussi sur le logement, c'est que dans plein de zones, vous avez une volonté des gens d'aller habiter dans ces zones-là et vous n'avez pas de capacité de répondre à l'offre. Donc quand vous n'avez pas de capacité de répondre à l'offre, forcément le prix des biens augmente. De manière déraisonnable parfois. En exemple, on peut prendre Paris. Paris, c'est à peu près ça. Tous les Français voulaient aller vivre à Paris, les prix ont explosé à Paris et c'est devenu déraisonnable. Est-ce que ça veut dire que le marché parisien il va s'effondrer de 50% demain? Et est-ce que ça veut dire que la Banque centrale, si on était encore au franc et qu'on avait la Banque de France, est-ce que ça veut dire que la Banque de France devrait avoir des taux à 30% pour réduire le marché immobilier? Le problème c'est que réduire une bulle sur un marché immobilier c'est très compliqué avec juste une politique monétaire. Ça paraît facile à faire, mais c'est pas si facile. Réduire une bulle sur un marché boursier avec une politique monétaire, vous arrivez à le faire. Sur un marché immobilier, c'est pas si facile que ça, parce que si les gens, ils ont vraiment besoin d'un toit sur la tête, c'est basique. Ils ont vraiment besoin d'un toit sur la tête. Donc quand ils sont obligés d'habiter dans une région et que les prix augmentent, ils sont obligés. Ou alors il faut qu'ils aient une capacité, une mobilité d'aller ailleurs. Donc voilà. Mais comme cette inflation au niveau des loyers, elle est un peu généralisée sur toutes les grandes villes américaines, c'est dérangeant. C'est un peu moins le cas en Europe. Vous avez encore des pays et des villes où l'inflation est moins grande. Et on voit un peu certaines villes qui étaient habituées à des prix de l'immobilier très très bas qui commencent à remonter. Vous voyez des choses sur Saint-Étienne, ce genre de choses, parce que vous avez des gens qui maintenant, en faisant du télétravail, se disent vaut mieux que j'aille habiter dans un endroit où je vais pouvoir avoir une bonne qualité de vie, quitte à avoir 5 heures de train à faire, aller-retour une fois de temps en temps pour aller au bureau et faire des réunions. Et comme vous avez beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en 3 jours télétravail, si vous ne travaillez pas samedi, dimanche, 3 jours télétravail, ça veut dire qu'après vous êtes obligé de monter que sur 2 jours, quoi, jeudi, vendredi. Donc ça reste, même si ça vous prend du temps le matin, ça vous prend 5 heures le matin, 5 heures le soir, ça vous prend 10 heures dans la semaine, c'est compliqué, c'est excessivement chiant, mais est-ce que c'est pas mieux qu'avant d'habiter 100% à Paris? Sachant qu'avant, à Paris, vous aviez aussi le problème des transports pour aller et revenir de votre travail, ce qui pouvait prendre 1, 2, 3 heures à certains. Donc c'est des questions qui se posent. Mais est-ce que la politique économique d'une banque centrale va pouvoir répondre à ça? Je pense qu'à part construire plus de logements, il y a assez peu de moyens de descendre la bulle immobilière dans beaucoup de pays, hein. Malheureusement. Après, je suis toujours convaincu que sur beaucoup de secteurs, quand vous prenez les métaux, ce genre de choses, vous avez quand même une inflation qui est vraiment transitoire, hein, et qui n'est pas une inflation de très long terme. Moi, je vois personne se mettre à consommer 40 fois plus que ce qu'il consommait en 2020 ou en 2019. Donc l'idée qu'on consomme 40 fois plus qu'avant en sortant du Covid, ça me paraît assez fou. Par contre, effectivement, vous avez des sous-secteurs où on n'a pas investi pour matcher la demande, ce genre de choses. Mais je pense que la majorité de ces secteurs-là, on est en train d'investir et qu'il y a quand même une capacité de répondre à la demande et d'aller trouver ce genre de choses. Après, vous avez des inflations sur l'énergie, sur ce genre de choses. Bon, voilà. Est-ce que c'est de l'inflation transitoire de quelques mois? Peut-être pas. C'est peut-être plus de l'inflation qui va durer 1 ou 2 ans. Est-ce qu'on est rentré dans un gros cycle d'inflation en ayant fait un point bas dans notre cycle de déflation de long terme sur 30 ans et qu'on re-rentre sur un cycle d'inflation pour 10 ou 15 ans? Je pense pas. Fondamentalement, je pense pas. Et je nous le souhaite pas parce que ça veut dire que si on rentrait dans un cycle d'inflation pour 10-15 ans, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'on pourrait pas faire les investissements pour la transition énergétique, on aurait des problèmes de dette, ce genre de choses. Donc ça serait vraiment très 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 compliqué, hein, pour nous si on avait une inflation qui était très forte, hein.
Et vous avez aussi autre chose sur l'aspect inflation qu'il faut avoir en tête. Quand même, hein, si vous prenez les prix du pétrole, ils sont montés assez proches de 90 $. Et là, ils sont descendus à 65 en quelques semaines, juste à cause du variant Omicron. Donc ça vous montre bien quand même qu'il y a une spéculation qui est très forte et qu'il y a des capacités d'ajustement très très violentes des marchés. Et je pense que ça veut dire que c'est pas que les industriels ont tous arrêté de commander du pétrole en se disant il y a le variant Omicron, il faut qu'on arrête de commander. C'est juste que vous avez énormément de spéculation dans le marché, donc vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui ont des très forts leviers, et donc forcément ça peut vous exploser dessus. Value, as-tu été une analyse sur Pax Global Technology? As-tu regardé? Ouais, alors ça m'intéresse pas comme dossier. Value, il m'en a parlé, j'ai été voir, ils ont des histoires avec le FBI, c'est un dossier compliqué en Chine, sur un secteur, côté à Hong Kong et tout. Enfin, franchement, si je veux des dossiers compliqués, je préfère acheter de l'Alibaba ou des dossiers chinois complexes à cause de la régulation comme Tencent, ce genre de choses, que de me casser les pieds avec des trucs comme Pax Global. Voilà. Après, il y a sûrement de la valeur à faire. Value est un mec très très intéressant pour trouver ce genre de dossier complexe. Il a souvent les bons calls au bon moment pour savoir quand est-ce que c'est le bas du cycle sur ces dossiers-là. Mais bon, c'est pas mon type d'investissement, ça m'intéresse pas. Je suis pas bon là-dedans. Quand j'ai essayé de faire ça, je me suis toujours planté. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions. Enfin, on va s'arrêter là. Donc, comme d'habitude, hein, comme je vous le dis d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, hein, avec le petit bouton follow, le violet, ça vous permet d'être mis au courant quand il y a des lives. Voilà. C'est très très intéressant pour nous. Donc voilà. Donc je vous invite à le faire. Pareil sur la chaîne YouTube, hein, si de temps en temps vous voulez revoir des choses, des fois c'est un peu complexe ce genre de choses, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, je vous mets le lien. C'est pareil, n'hésitez pas à activer la cloche pour être mis au courant quand il y a des vidéos. Il y a des vidéos qu'on tourne spécialement pour YouTube. La plupart des choses sont tournées directement sur Twitch. On va essayer de mettre en place de plus en plus de contenu dans l'année sur Twitch pour faire un peu plus que juste une fois par semaine. Peut-être faire un peu moins long et étaler les contenus, ce genre de choses. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos, que ça soit Twitch ou YouTube. N'hésitez pas à commenter sous les vidéos YouTube si vous avez des questions et que j'ai pas pu les aborder. Si vous avez des questions que j'ai pas pu aborder, eh ben, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à la-rédaction. Je vais vous le mettre tout de suite. la-rédaction-tech@publication-agora.fr. On y répond avec plaisir. Vous n'avez pas besoin d'être abonné, hein. Et si la manière de travailler la technologie, la vision plutôt de croissance de long terme et tout, et vraiment d'aller chercher les marchés qui sont intéressants, les entreprises qui sont intéressantes, la construction de ces entreprises-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider Europe qui vous donnera accès à des dossiers sur des sociétés qu'on trouve intéressantes pour le long terme. On essaye de faire des choses diversifiées, donc il y a des méga caps, il y a des PME, il y a des petites et moyennes entreprises, il y a des ETI, enfin il y a un peu de tout. Il y a des dossiers français, des dossiers des Pays-Bas, voilà. Et plus le temps va passer, plus on va agrandir le scope. Ça vous en coûtera que 59 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous êtes content du service, n'hésitez pas à le partager, à en parler. Plus vous serez nombreux, plus on pourra faire de contenu. Tu as quel âge? Simple curiosité. Ah, j'ai vieilli. J'ai eu 28 ans hier. Enfin hier, non, merde. Enfin le 24. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai tellement fait la fête. Les valos actuels de Ubisoft paraît très faible. Oui, la valo actuelle de Ubisoft est très faible. Mais Ubisoft, c'est typiquement le genre de valeur, j'irai pas en un coup en fait. Typiquement, c'est une valeur, c'est compliqué, vous avez un problème avec le management,
même s'ils ont réussi à construire un pool de jeux intéressant sur les 10 ou 15 dernières années, je vous explique depuis le début qu'ils n'ont jamais réussi à aller sur le mobile de manière très forte, alors que Activision et EA sont en train d'y aller et ont réussi depuis 2-3 ans à faire des choses sur le mobile. Ubisoft, ils sont en retard, ils se sont fait racheter sur le mobile quand ils ont eu leur actif qui était coté, qui était Gameloft, parce qu'ils n'ont jamais voulu fusionner avec Ubisoft, ce genre de choses. Donc, c'est une valeur, j'aime pas la construction de l'entreprise, je trouve qu'ils sous-exploitent beaucoup leurs actifs. Après, effectivement, les actifs ont une valeur, on commence à être vraiment pas cher. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, c'est de l'acheter en 4-5 fois. C'est de vous dire, je l'achète quand elle est à 40, quand elle est à 35, à 30, parce qu'elle peut descendre très bas. Et c'est une valeur qui a déjà eu des moments où elle est descendue très très bas. Hein. Les moments d'aversion à la valeur ont été très violents. Elle est déjà descendue à 3 euros. Bon, alors à l'époque, elle faisait des pertes, c'était un peu différent, mais il y avait quand même assez peu de risques d'avoir un besoin d'augmentation de capital ou de ce genre de choses. Et pourtant, le marché, il en voulait pas. Donc, faut faire attention. Le marché français, il peut être très très violent sur certaines valeurs. Donc, je vous encourage à pas investir et à faire la position en une seule fois, mais à construire dans le temps hein, sur Ubisoft. Voilà. Et encore une fois, hein, tout ce que je vous dis là, c'est absolument pas des conseils. Après, c'est à vous de vous faire vos propres idées. Et si vous voulez acheter ou vendre des valeurs, surtout prenez contact avec un conseiller agréé par l'AMF qui sera à même de vous conseiller sur comment faire en sorte de gérer au mieux votre patrimoine. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je suis très content, oncle Samuel, que tu trouves ça très bien. Et pour les abonnés de New Tech Insider Europe, je vous retrouve demain pour parler de toutes nos valeurs dans un live dédié au suivi du portefeuille. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser demain et vous pouvez aussi nous les envoyer par mail. Il y a déjà quelques questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!